Cette hebdo-édition du dimanche 14 juin 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Adoptée le 29 novembre 2019 par le Parlement, la loi sur le tribalisme a été promulguée le 24 décembre 2019 par le président de la République du Cameroun. Une loi qui modifie et complète certaines dispositions de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal. Le dossier nous vient de Mutation et du journal Émergence. 6 mois que la loi condamnant les discours haineux et incitation à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale et ou ethnique est entrée en vigueur au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé? En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur les enjeux de la session parlementaire qui accourt au Palais des Congrès depuis quelques jours déjà. Nous essayerons notamment, au travers de l'ordonnance signée par le chef de l'État, revisant le budget de l'État du Cameroun. Nous en parlons notamment, à travers cette ordonnance. Donc, on parle de tous ces sujets avec vous, André Luther Meka. Vous nous venez de la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Je remercie autant plus STV que le RDPC qui me fait confiance, qui m'a permis aujourd'hui de représenter ce parti de rassemblement. Félicitations justement pour votre nouveau poste. Vous êtes depuis quelques jours le chef division des affaires générales de l'ESSEC. Je vous félicite juste. Merci pour ces félicitations. Cela démontre, je considère que le coach m'a donné un nouveau dossard pour jouer à une autre position. Qui est le coach, le président national de votre parti ou le chef de l'État? Le chef de l'État, notamment le professeur Magloire Ondoa et le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui m'ont permis effectivement déjà d'être sur le terrain de façon stratégique et de marquer les buts, parce que l'essentiel c'est de marquer les buts. Merci André Luther Meka d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Maître Simon Serge Kaka, qui est avocat au barreau du Cameroun, président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance et militant de base de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les companélistes et surtout bonjour aux nombreux téléspectateurs de STV. Alors, il y a quelques semaines, vous avez écrit une lettre ouverte à votre camarade Robert Bapolipote, où vous êtes particulièrement dur et cru. Je crois que c'est le cas de le dire. Vous lui demandez par exemple de libérer l'UPC, qui l'utiliserait à des fins alimentaires. Doit-on comprendre que l'alliance UPC-RDPC vous dérange? Écoutez, Léla, avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire observer que ce qu'on appelle une alliance politique, c'est un contrat synalagmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un contrat qui suscite une réciprocité de droits et d'obligations pour chacune des parties. Ça veut dire que lorsque vous partez dans une alliance politique, apprêtez-vous à donner ce que vous avez à donner et de recevoir ce que vous pouvez recevoir. Mais je pense que lorsqu'on parle d'une alliance entre l'UPC et le RDPC et qui a été nouée en 1992, vous vous souvenez, en 1992, l'UPC était en position de force, l'UPC avait des députés à l'Assemblée nationale, on avait 18 députés. En réalité, l'UPC avait des choses à donner dans le cadre d'une alliance. Donc dans le cadre de ce contrat, c'est l'alarmatique. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre que la situation actuelle de l'UPC est des plus pathétiques parce que ayons l'honnêteté de reconnaître que nous sommes au creux de la vague. De l'UPC de tous les UPCistes De l'UPC de tous les UPCistes? Oui, il n'y a pas de UPC. Ou alors il y a certains quand même qui profitent, même si l'UPC est dans... Non, je parle de l'UPC en tant que parti politique. Moi, je ne rentre pas dans les divisions artificielles qu'on nous a imposées. Lui, il n'y a pas de UPC. Un UPC digne de ce nom doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'aujourd'hui, la préoccupation doit être la contribution que nous devons tous apporter pour la reconstruction du parti, dans l'optique d'en faire une véritable force alternative. Lorsqu'un UPC se met dans une posture d'aller plutôt négocier à ses fins personnelles, nous estimons que, objectivement, sa posture dessert le parti.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'un temps de réflexion, nous avons besoin d'un temps de concertation et surtout, nous avons besoin d'un temps de travail pour reconstruire notre parti. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de parler d'une quelconque alliance. Cette alliance n'existe plus parce que... Vous êtes le seul à le penser ou bien les autres camarades le pensent également? Bien sûr que, vous savez, la frange majoritaire des UPC dignes de ce nom, ceux qui sont là par conviction et non ceux qui sont là par opportunisme, savent qu'en ce moment, nous ne devons plus parler de cette alliance qui a été à la source de toutes les difficultés existentielles que nous avons connues à l'UPC aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai pris sur moi d'écrire à mon frère Robert, bon, contrairement à ce que vous dites, j'ai plutôt adopté un discours convivial pour le dire, mon cher ami, mon cher camarade. Juste parce que vous avez employé les mots cher frère, mais je veux dire que le contenu de la lettre en elle-même. Non, mais écoutez, je lui ai dit des choses telles que la situation nous l'impose. Vous savez, dans ce genre de situation, je n'ai pas la prétention de vous apprendre que les UPC aujourd'hui, nous sommes totalement à la risée de tout le monde. Vous comprenez? Si un UPC ne peut pas comprendre qu'il faut mener une réflexion maintenant pour voir dans quelle mesure nous pouvons relancer notre parti et que c'est cette fameuse alliance avec le RDPC qui nous a causé tous les torts parce que nous avons quand même noté, peut-être, je peux vous le dire, peut-être pour chuter, même le secrétaire général, le ministre d'État Augustin Frédéric Kodor à l'époque, quand il a signé cette alliance, il était sûr qu'en face de lui, il y avait des gens sincères. Mais par la suite, il s'est rendu compte que de l'autre côté, il n'y avait pas de sincérité. Donc c'est cette alliance, en fait, qui a l'origine de tous les maux que connaît l'UPC aujourd'hui. C'est pour ça que... Mais pourquoi vous avez attendu autant si vous n'avez rien récolté de cette alliance? Je veux dire que 92, ça fait quand même 27 ans, je crois. Non, écoutez, je pense que depuis près de 10 ans, si vous suivez l'actualité, ce problème de l'alliance est revenu à chaque fois que les UPC se retrouvaient. C'est pour ça que nous avons adopté des thérapies pour essayer de nous sortir de cette affaire-là. Aujourd'hui, qui est à la tête de cette alliance? Nous vous disons, madame, je le dis encore, et je le dis de manière solennelle. Parce que vous écrivez à Robert Bappo-Lipote uniquement, est-ce que c'est lui qui est à la tête de cette alliance? Oui, c'est lui qui va négocier avec le RDPC. Vous savez très bien, vous connaissez l'actualité, que le dernier congrès de l'UPC a siégé du 6 au 8 octobre 2017. Et à l'issue de ce congrès, il y a un leadership qui a été mis en place, à la tête duquel se trouvait le docteur Pierre Balé-Gancote. C'est lui qui a été élu démocratiquement par les UPC. Mais c'est parce que quelques mois plus tard, M. Robert Bappo-Lipote a bénéficié de la magnanimité du ministre de l'administration territoriale qu'il a désigné comme secrétaire général. Vous êtes une brillantissime journaliste d'investigation. Allez vous poser la question de savoir, entre un secrétaire général nommé et un secrétaire général élu démocratiquement, qui est le vrai secrétaire général? Et est-ce que vous avez eu une réponse? Parce que je crois que la lettre ouverte, vous l'avez écrite le 10 mai. Ça doit faire un mois déjà. Est-ce que vous avez eu une réponse de votre cher frère et camarade? Bon, je ne suis pas sûr qu'il est véritablement dans cette posture, mais j'ai eu des réactions. Et d'ailleurs, beaucoup d'UPCistes m'ont écrit pour dire que, franchement, nous vous encourageons dans cette posture parce que c'est de ça qu'il est question. Mais si vous dites que c'est le ministre de l'administration territoriale, justement, qui l'a nommé à ce poste, la secrétaire générale de l'UPC, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Est-ce que vous pouvez y faire, vous les UPCistes? Non, écoutez, nous avons, vous savez, le Cameroun, c'est un état de droit. Et moi, en tant qu'avocat du parti... D'autant plus que vous dites que depuis 10 ans déjà, ça revient, ce débat revient au sein de l'UPC. Oui, le débat sur l'alliance, c'est un temps. Mais je dis ceci, par rapport à l'acte posé par le ministre de l'administration territoriale, nous avons exercé le droit de recours, comme l'exige Qu'est-ce que ça a donné? Non, jusqu'à présent, on n'a pas encore, mais nous pensons que nous sommes toujours en train de suivre les procédures. Nous avons saisi régulièrement le tribunal administratif du centre, à Médon, à Yaoundé, qui est en train d'examiner le dossier. Le dossier se trouve au parquet général et nous attendons les conclusions. Parce qu'en cette matière, il faut absolument les conclusions du ministère public pour que le tribunal se prononce. La procédure est en cours et nous osons penser que nous avons la confiance en notre État qui est quand même un État de droit et je pense que les juristes en charge de ce dossier au niveau du tribunal administratif vont certainement rendre une décision en notre faveur. Merci Maître Simon Serge Kakak d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. De ce côté, nous recevons Denis Kouéboué, il est journaliste consultant permanent de cette émission. Bonjour Monsieur Denis Kouéboué, merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui, comme d'habitude. Alors quel est le regard que vous portez justement sur les divisions autour des obsèques du patriarche Fosso Victor? J'imagine que vous êtes au fait de cette actualité. Même si j'imagine que vous ne voulez pas également en dire beaucoup, puisque c'est une affaire d'abord familiale et privée. Non, ce n'est pas une affaire familiale et privée, puisque tout le monde s'en mêle. J'ai vu des correspondances, des ambassadeurs,
lettres de ministre, les membres du RDPC et certaines élites de l'Ouest, comme on les appelle. Vous savez que les élites font déjà partie des corps constitués au Cameroun, même si cela n'est écrit dans aucune loi. Ce qu'il faut dire. Alors, on revient Denis Kouébo dans quelques instants avec vous, mais tout d'abord, on va y aller peut-être avec Célestin Djamène. Si Célestin Djamène, est-ce que vous avez mis votre micro, Célestin Djamène? Non. Ok, on y reviendra. Donc, je le disais, Denis Kouébo va s'exprimer sur cette affaire qui divise justement la famille Fotso suite à l'organisation des obsèques du patriarche. On a vu justement une partie de la famille écrire à l'ambassadeur Denis Kouébo, c'est bon avec vous? Donc on revient sur cette affaire familiale qui oppose les membres de la famille Fotso. On disait que ce n'est pas une affaire, il ne s'agit pas d'une affaire familiale. Je veux dire, le Fosso Victor était un patriarche. Oui. En raison de son âge. C'était un baron d'industrie, un homme politique qui était maire. Donc il était à la tête d'une institution de l'État du Cameroun. Et lorsqu'une telle personnalité décède, on n'a pas envie de vivre le spectacle qui se vit actuellement. Alors, si vous nous êtes donné de répondre à titre personnel, dans notre tradition, je me revendique de la même tradition que le patriarche Fosso Victor, il revient aux hommes et aux femmes de faire leur deuil. Cela veut dire que lorsque vous êtes vivant, vous savez qu'un jour, cela va arriver. Il y a des process pour faire des tombes dans les villages. On dit souvent que les femmes ne font pas des tombes. Il y a tout un cérémonial mortuaire dans toutes les cultures du Cameroun. Et lorsqu'on voit des familles aujourd'hui exposées des problèmes qui étaient latents depuis des années, on peut dire qu'on est désolé. Ce n'est pas une affaire qui naît de l'instant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que du vivant du patriarche Fosso Victor, un désordre familial était organisé. On n'a pas envie d'aller dans les affaires de famille, mais puisque c'est sur la place publique, personne ne peut nous empêcher de commenter. Donc les hommes doivent faire leur deuil. Ils doivent organiser leur deuil. C'est une question qui renvoie, n'est-ce pas, à l'organisation des familles, qui renvoie aussi au rôle que l'État doit jouer dans ces circonstances-là. Ce n'est pas quand même un bon spectacle de voir qu'un homme qui a rendu tant de services à l'économie camerounaise, qui a employé tellement de jeunes Camerounais et qui a fabriqué même d'autres opérateurs économiques, d'autres hommes d'affaires au Cameroun, se retrouve au centre de tels faits divers. Ce n'est pas bon, donc peut-être qu'à quelque chose m'a l'air bon. Ceux qui sont là, qui vivent ce spectacle, doivent en profiter pour revoir la façon dont certaines questions sont abordées, parce que quand on a vu les correspondances qui venaient des ambassades, ça pose un problème. Je ne sais pas s'il faut prendre un Camerounais décédé à l'étranger, est-ce qu'il faut écrire à tel point des instructions? Et quand il y a des ordres, je pense qu'il y a aussi la justice. Dès que le désordre s'installe, dès que le conflit s'installe, il faut que tous les citoyens s'en remettent à l'instance qui est chargée d'arbitrer les conflits. Pour le cas du Cameroun, c'est la justice camerounaise qui arbitre les conflits. Donc, il faut peut-être qu'on laisse la place à ce moment-ci à la justice, parce que ce n'est qu'elle qui peut apporter la sérénité. Merci Denis Kouébo. Dans cette famille-là. À côté de vous, nous recevons Célestin Djamène du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Djamène et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour les gars, bonjour les spectateurs de STV, et merci de m'avoir invité à cette messe dominicale. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, Célestin Djamène, comment comprendre justement vos multiples sorties critiques contre votre parti? On est parti justement de la critique de la non-participation des élections, aux élections du 9 février à la demande des comptes de l'initiative Survie Cameroun. Comment comprendre tout ça? Je n'ai pas fait de sorties contre mon parti, voyez-vous. J'ai fait des sorties de citoyens, quoique militants d'un parti politique, de citoyens libres. Il faut que
les gens apprennent à comprendre au Cameroun que quand on donne un point de vue, quand on donne un avis sur un sujet d'ordre général, sur le cas de survie, sur le cas de la pandémie que nous traversons en ce moment, il ne s'agit pas d'un acte anti-parti. C'est un acte au contraire qui renforce le triomphe de la démocratie interne. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui, subitement, se mettent à insulter, à invectiver, parce que un camarade, un militant a donné un avis. C'est un non-sens absolu. Je veux dire qu'un parti politique se meurt précisément parce que les gens ne contribuent pas, ni par leurs critiques constructives, ni par leurs idées, à l'évolution du parti. Un militant qui se tait, qui ne fait rien, qui accompagne, qui est moutonnier dans sa démarche, ne peut pas aider le parti à se vivifier, à se revivifier. On a besoin des militants, sans être dans la polémique stérile, sans être dans la faction, des militants qui apportent leurs avis, qui disent des choses. Maintenant, il appartient effectivement au chef du parti de peut-être clarifier ses idées sur tel ou tel point. Mais je n'ai ni stigmatisé une personne, ni dénoncer mon propre parti. Je donne un point de vue sur une question publique rendue d'ordre public. En dehors justement de vos camarades qui menacent de vous lyncher sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà été interpellé par votre commission de discipline, la commission de discipline? Ben justement non, parce qu'ils comprennent peut-être mieux que les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'étais en marge de la discipline du parti, ou de l'idéologie du parti, ou de la procédure propre au parti, il est clair que j'aurais déjà eu des convocations, au moins pour le conseil de discipline. Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que ça se passe sur les réseaux sociaux plutôt qu'en interne? Mais tout le monde... Non, le problème c'est quoi? Quand un sujet est d'ordre général, d'ordre public, tous les citoyens, y compris les militants du MRC, ont le droit et même le devoir de dire quelque chose. Ce n'est pas aller contre le parti. En interne, sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tous, ou alors un débat interne? Je dis bien, quand un sujet est d'ordre général, si par exemple on parle de la polygamie, on parle d'une pandémie, bon, sauf que là on parle surtout des sorties de Maurice Kamto. Sauf que là on parle surtout laquelle par exemple? Quelle sortie de Maurice Kamto? La sortie de Maurice Kamto qui a décidé de la non-participation du MRC aux élections, le voyage de Maurice Kamto à l'étranger, ou encore l'initiative Survey. Je veux dire que si ce n'est pas le MRC... Si vous relisez mes textes, oui, je n'ai cité personne. Ça veut dire que mon souci, c'est de porter... Sauf que vous réagissez à la suite de ces sorties-là. Ben, je me nourris de l'actualité comme tout le monde. Mais je ne focalise pas sur les individus. Parce que je suis convaincu que la politique, c'est d'abord une question de débat d'idées. Une question d'idées. Ça sert à quoi de focaliser sur M. Kamto, M. X, ça ne sert strictement à rien. Donc quand je jette un pavé dans la mare, on devrait plutôt se saisir de ce pavé et de réfléchir autour de la question. Quand par exemple je dis que le vrai changement c'est à l'intérieur du Cameroun, bien sûr ce n'est pas méconnaître le rôle que joue la diaspora, et joue un rôle important aussi pour l'évolution de la démocratie au Cameroun, parce que c'est les compatriotes qui n'ont pas oublié leur pays, qui manifestent encore leur amour, leur patriotisme pour leur pays. Ça on doit au moins le reconnaître. Mais en même temps il faut rappeler des vérités. Ce n'est pas les discours à l'étranger, ce n'est pas les tournées mondiales qui vont faire à ce que les choses puissent bouger. Nous sommes dans un régime que nous connaissons parfaitement bien. Il revient aux Camerounais du Cameroun de se mobiliser s'ils veulent changer leur régime, leur système. C'est à eux qu'il faut s'adresser en priorité. Je ne remets nullement en cause les personnes qui font des tournées mondiales, qui s'adressent à la diaspora. Est-ce que Célestin Djemel, vous regrettez aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous regrettez votre adhésion au MRC? Je ne vis pas de regrets. Je pense que c'est mon devoir de porter mon avis sur des sujets pour éviter à mon parti justement la dérive. Regardez aujourd'hui où est mon ancien parti, le SDF. Ils ont quasiment un pied dans la tombe. Ok, vous ne vivez pas de regrets. Allons-y vers l'avenir. Je ne vis pas de regrets. Allons-y vers l'avenir. Pensez-vous pouvoir faire long feu au MRC après votre passage au SDF? Vous savez, je ne fais pas de plan de carrière. Je suis dans un parti politique. Un parti politique, ça veut dire que vous avez un projet de société qui a suscité votre adhésion. Tant que vous n'êtes pas en rupture idéologique, on peut être contre une décision momentanée. Par exemple, on va pas aux élections, on donne son avis. Mais si on est en rupture avec l'idéologie du parti, on doit quitter le parti. Donc là, vous je ne suis pas en rupture idéologique, parce que quand vous adhérez, c'est après avoir pris connaissance des statuts et du projet de société de votre parti. Et quand vous partez, c'est parce que vous n'êtes plus en phase avec cette idéologie-là, ou parce qu'il y a des dérives. Maintenant, la décision d'une seule personne, d'un individu, ne peut pas forcément vous pousser à la porte. Parce que vous pensez qu'il y en a d'abord au sein du parti qui pensent comme vous,
Et puis, forcément, la décision n'a rien à voir avec le projet de société, avec le programme politique. Un parti politique, c'est quoi? C'est d'abord un programme politique. Un militant normal, sérieux, ne vient pas simplement prendre sa carte et puis rentrer chez lui. Un militant sérieux s'enquiert d'abord de ce que propose, n'est-ce pas, tel ou tel parti avant d'y adhérer. C'est mon cas. Je donc considère que le projet, à l'heure actuelle, vous êtes toujours en MRC, phase avec l'idéologie du MRC. mais ils n'ont pas changé. Il n'a pas changé. Mais par contre, les hommes peuvent se tromper. Il faut que les hommes, les êtres humains, prennent l'humilité de reconnaître que l'erreur est humaine. Qu'on peut se tromper et revoir ses erreurs et avancer mieux ensemble. C'est tout simplement ça. André Luther Meka, en tant que militant politique, là c'est votre casquette de militant politique que j'interpelle, comment est-ce que vous appréciez justement ces différentes sorties de Célestin Djamène contre son parti sur les réseaux sociaux, en tant que militant politique? Pas contre mon parti. Non, ben, disons que... Enfin, ces sorties critiques. Voilà. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires de parti des autres. Je crois que Célestin Djamène est dans un processus d'autopsie de soi-même et d'autopsie de soi-même et d'autopsie de son propre parti. C'est parfois des chemins qui mènent à l'illumination, à la vérité, parce qu'il questionne, non seulement il se questionne, mais il questionne également, n'est-ce pas, la méthode de son parti. Et ce questionnement de M. Célestin Djamène n'est pas isolé. Tout le monde se questionne sur la méthode tout à fait atypique, n'est-ce pas, non seulement du leader du MRC, mais du MRC, qui a décidé de ne pas avoir d'élus et dont le leader a décidé d'aller faire le boycott à l'étranger. Tout cela semble tout à fait atypique et étrange. Et je crois que Djamène, qui est un intellectuel rigoureux, qui n'est pas moutonnier, se pose des questions essentielles. Alors, est-ce que ces questions vont rester uniquement sur le questionnement? Est-ce qu'il va faire un pas en avant pour dire, bon, écoutez, je n'y comprends plus rien, ça ne tient pas, et puis je passe à autre chose, cela lui revient. Mais c'est toujours la méthode des hommes réfléchis, des hommes qui essaient de penser, notamment sa propre personne, sa propre perspective, et penser tout à fait le parti. Et je dis, toute personne sensée qui est dans le MRC devrait penser, devrait réfléchir. Vous savez, sur les réseaux sociaux ou bien en interne? C'est la question que je pose. Je crois que le militant... Vous êtes un militant politique également. Je crois que le militant peut, lorsque les canaux, notamment du parti, sont bouchés, il peut effectivement... C'est le cas pour votre parti, Célestin Djamène? Non, prenne-moi 2 secondes, Luther, pour dire que dans le monde entier, ce n'est pas nouveau. Il y a ce qu'on appelle des courants à l'intérieur des partis. Ces personnes qui incarnent les courants sont connues publiquement. Ils prennent des positions publiques. Ça ne fait jaser personne. Ça ne fait pas déstabiliser le parti. Alors d'où vient-il qu'au Cameroun, seulement au Cameroun, quand quelqu'un qui a un mode de pensée différent de certains autres sur certains sujets, il est traité de tous les noms? Je n'arrive pas à comprendre. Ça existe partout. Au Sénégal, en France, aux États-Unis. Vous avez des partis, le parti travailliste anglais. Vous avez vu à l'époque M. John Major avec Gordon Brown, qui s'est tripé, entre guillemets, publiquement. Mais pour autant, on n'a pas radié ni l'un ni l'autre. Parce qu'on considère que pour faire triompher la démocratie interne, si nous aspirons à pratiquer la démocratie au niveau national, montrons d'abord que nous sommes capables de pratiquer cette démocratie au niveau interne, donc incarner un courant de pensée, ou penser différemment sur certains sujets. Parce que l'idéologie, elle est commune à tout le monde. Si je suis par exemple socialiste, avec Denis, avec Luther ou avec mon ami Kakak, eh bien, nous devons préserver le socle idéologique. On doit avoir cette assise commune. Mais cependant, Maître Kaka peut penser différemment de moi sur certains points précis. Et on se retrouve sur certains d'autres points. Donc je ne vois pas le problème de parler en public ou en interne. Ça n'a pas de sens. À partir du moment où le courant est reconnu, mais évidemment, je vous ai cédé quelques minutes. Merci. Le véritable problème, bon, M. Djamène fait un peu dans la langue de bois. Le véritable problème, c'est que M. Djamène pose des problèmes. Le premier problème, c'est le problème, effectivement, de la conquête du pouvoir. Alors, si on n'a pas pu avoir le projet présidentiel, on peut quand même conquérir, n'est-ce pas, un certain nombre d'espaces de pouvoir qui peuvent permettre à son parti d'avoir une assise territoriale. M. Kamto a balayé cela d'un revers de la main. Maintenant, M. Kamto a lancé un boycott. Au lieu, n'est-ce pas, d'activer le boycott dans le cadre de l'espace territorial politique qui est concerné par les électeurs, M. Kamto va faire le boycott
à l'étranger. Et il y a comme un diktat de la pensée unique dans le parti où lorsque vous vous exprimez, vous donnez un avis ou quelqu'un d'autre donne un avis, c'est pratiquement des insultes, on vous traite de tous les noms d'oiseaux, on vous traite... Et toutes ces personnes s'apparentent, n'est-ce pas, au MRC. Donc c'est ce capharnaüm, c'est ces méthodes assez bancales. C'est pas ce qu'on appelle la discipline du parti. C'est ces méthodes assez bancales qui fait en sorte que M. N'Djamène s'interroge. Et je dis que c'est dans la plupart des cas aussi, c'est un processus, n'est-ce pas, de scission. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous vous interrogez et vous prenez une décision. Alors, la décision que vous allez prendre, c'est soit vous passez à autre chose, soit effectivement vous vous taisez et vous subissez, n'est-ce pas, la dictature du parti. Mais je dis quelqu'un qui est censé, qui est Dans le cas de M. N'Djamène, on doit attendre encore quelques mois, pour voir quelle sera la décision finale. Il est dans la méditation intérieure, il est dans l'introspective, il se questionne, et je le suis particulièrement parce que c'est un esprit brillant ne peut pas ne pas se questionner. Un esprit brillant ne peut pas... Un intellectuel qui véritablement a une rigueur dans la procédure ne peut pas se questionner parce que le MRC, c'est devenu une coquille vide, c'est devenu l'animation, le scandale, il n'y a pas d'élu, il n'y a que quelqu'un qui est au centre de tout et dont on parle de X et de Y, ça devient la navigation à vue. Et à un moment, on se tourne les pouces et ça devient la routine et les intellectuels rigoureux du parti vont dire, bon écoutez, il faut arrêter cela, il faut passer à autre chose. Maître Serge Kakax. Je voudrais ajouter tout à l'heure, vous avez décrit à juste titre Luther Meka comme un militant du RDPC, c'est qu'il est, c'est qu'il assume. Rappelez-vous, Piussotou, paix à son âme, il était assez libre publiquement dans ses pensées. Il n'était pas voué aux gémonies dans le RDPC. Actuellement, vous avez un monsieur comme mon ami Messanga Nyamding, qui est un ami de très longue date, qui parle assez librement sur son parti et sur ses camarades. Il n'est pas rejeté du RDPC, qui pourtant a critiqué tous les jours. Regardez par exemple l'honorable, à l'époque de sa mandature, Martin Oyono, il parlait assez librement. Alors d'où vient-il qu'on serait l'exception au MRC? Non, on ne doit pas être en marche de la démocratie triomphante, qui s'exprime d'abord à l'intérieur du parti. Quand on parle de la discipline du parti, il s'agit des gens qui dénigrent le parti. Je n'ai à aucun moment de ma vie, je ne suis pas fou, dénigré mon parti. Je jette un pavé, je pose des questions. Et c'est mon droit. Si j'incarnais un courant dans le parti, c'est ce qui peut arriver, évidemment, je ne le ferai pas dans les alcôves. Je le ferai publiquement, sur les plateaux. Et ce n'est pas une honte que de le faire. Allez-y, Maître Simon Serge Kakax, le regard que vous portez justement sur ces différentes sorties de Célestin N'Djamène. Bon, c'est vrai que, Léla, permettez-moi de le dire ici. Bon, je n'étais pas prédisposé à me mixer effectivement dans les querelles internes, Dieu merci aujourd'hui. Mais comme la question m'est posée sur le plateau, je suis obligé de réagir. Vous êtes un militant politique. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, je pense que mon ami Célestin est dans une posture d'un intellectuel politique qui, à un moment donné, se pose des questions sur son engagement. Ce qui est normal. Sur le fond, il pose des problèmes réels. Je pense que les problèmes qu'il pose, c'est pour que son parti politique s'améliore. Parce qu'en réalité, au sortir de la dernière présidentielle, il était clair que officiellement, le MRC s'imposait comme la première force politique de l'opposition. Donc, lorsque Célestin fait des sorties, je ne pense pas qu'il soit dans la logique de la flagellation de son parti, non. Il est plutôt là dans une optique de permettre à son parti de s'améliorer. Bon, donc sur le fond, je pense qu'il a raison. Mais je pense que sa démarche est quand même questionnable sur la forme. Je pense que, de mon point de vue, c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Tout à l'heure, il a pris l'exemple du professeur Messanga Nyamding et de feu, je pense qu'il voulait parler de feu Atiba Yéné. Qui Piussotou, même Atiba Yéné, justement. Bon, vous savez, ces deux-là, moi je parle beaucoup plus d'Atiba Yéné et du professeur Messanga, ils sont toujours définis comme les biaïstes. Les biaïstes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous suivez le professeur Messanga, il ne tire jamais à boulet rouge sur son président. Il tire sur le fonctionnement de son parti, mais il se réserve de tirer sur son président. Parce que lorsque vous tirez quand même à boulet rouge dans les réseaux sociaux... Mais je ne tire pas sur mon président. S'il vous plaît, Célestin. Non, mais lorsque vous critiquez ouvertement les prises de position
de votre leader dans les réseaux sociaux, cela est de nature à fragiliser les leaders. Et cela est de nature à laisser penser dans l'opinion qu'en fait, il y a une mésintelligence caractérisée entre le leader et certains de ses collaborateurs. Donc, en fait, moi je pense que c'est à ce niveau que la démarche de Célestin peut être questionnable. Mais je pense que sur le fond, ce qu'il fait est normal. La critique fait partie, j'allais dire, de la thérapie constructive dans un parti politique. Mais je pense quand même que si j'avais une suggestion à faire à mon estimé frère et ami Célestin, sur ce point, je pourrais lui dire de trouver des canaux un peu plus appropriés pour s'adresser, pour critiquer la démarche de son leader. C'est ce que moi je voulais dire. Allez-y, Célestin Diop. Les canaux appropriés, c'est peut-être un discours du XXe siècle. Je crois que dans le modernisme politique aujourd'hui, il faut assumer sa posture politique, sans être dans une logique de déstabiliser la structure du parti. J'ai cité les exemples de la France et même du PDS au Sénégal, où il y a eu en interne des personnalités qui s'exprimaient publiquement sur des sujets. Mais ce qui compte, c'est la bonne foi, c'est l'intention qui vous anime. Si vous pensez qu'on fait partie d'une famille politique et que les membres de cette famille doivent ensemble se soucier de l'avenir du parti, alors là, je pense que chacun a le droit et même le devoir de dire un mot sur l'évolution de son parti. Pas mettre en cause l'autorité du leader. À l'époque où M. Roca et M. Mitterrand se frictionnaient, ça n'a jamais mis en difficulté le Parti socialiste. Bien au contraire, il partait de victoire en victoire. Donc je veux dire que quand il y a une question publique, il faut se saisir de l'essence de cette question et dire en quoi le parti est capable de faire mieux. Parce qu'en vérité, la vraie démocratie, c'est aussi l'acceptation de la différence sur des sujets, d'avis sur des sujets. C'est ce que je fais. Et j'invite chaque militant du MRC à observer le devoir de porter des critiques constructives. Est-ce que ça ne fragilise pas? Ça ne fragilise rien. Au contraire, le leader est quelqu'un qui se caractérise par l'humilité, la modestie, la hauteur d'esprit, ne pas rejeter les questionnements. C'est ça un grand leader. Ça va aussi se remettre en cause. Vous avez retrouvé ces caractéristiques en Maurice Kamto? Je ne veux pas polémiquer sur les individus. Ce que je veux dire, c'est que quand on écrit, quand on dit quelque chose, on ne s'adresse pas à un individu. Nous sommes sur la sphère politique. Et quand on est sur la sphère politique, qu'est-ce qu'on fait? On parle des idées, des valeurs. Si ces valeurs rencontrent le cheminement d'un homme, tant mieux. Si elles vont à l'encontre de cette même personne, tant pis. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut privilégier les idées et non la starisation ou, n'est-ce pas, la stigmatisation d'un individu. C'est pas bien. On a des Nikobo qui s'impatientent. Allez-y, des Nikobo. Oui, il m'impatiente parce que Célestin assume très difficilement ses positions. Il assume très difficilement. C'est-à-dire qu'il dit des choses très pertinentes et la conclusion... Vous voulez que je stigmatise quelqu'un? Non, je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il dit des choses très pertinentes, mais à la fin, il dit le contraire. C'est-à-dire? Il dit le contraire. Alors, il faut que... c'est une question essentielle. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager en politique aujourd'hui. J'ai entendu parler d'idéologie. Il y a plusieurs types de partis politiques. Et la différence entre les partis politiques, ce n'est pas les programmes. Si vous allez sur Facebook, sur Google, vous pouvez voir 1 million de programmes. Il y a des programmes préfabriqués. Donc n'importe qui peut aller sur la toile, tirer un programme, changer comment en Cameroun ou Érythrée en Cameroun. Ça, on va appeler ça programme politique. Mais il y a on est en politique pour défendre des idées. C'est l'idéologie qui détermine le type de parti. Il y a des partis qui sont... ce que j'appelle les partis messianiques, les partis pentecôtistes, c'est l'autoritarisme, c'est le dirigisme. Il y a des partis militants qui fonctionnent sous le centralisme démocratique. Tous les partis qui sont véritablement de gauche fonctionnent comme ça. Quand certains parlent des travaillistes, c'est pas la même chose. C'est pas le même fonctionnement. Donc il y a la possibilité pour un Camerounais qui regarde les partis politiques de savoir où les ranger. En quoi est-ce que vous avez commencé par dire que Célestin Diop... Je suis en train d'expliquer. En quoi est-ce qu'il n'a pas... J'ai bien d'abord dit qu'il est très pertinent, que ce qu'il dit tient, sauf sur les conclusions, sauf sur le fond, et même sur la forme. C'est-à-dire qu'il déconstruit lui-même un bon argumentaire qui vient d'exposer. Peut-être parce qu'il ne veut pas fonder ses critiques sur l'idéologie même. Donc la nature d'un parti politique peut être facilement analysée lorsqu'on entend ces militants parler. Donc lorsqu'on entend Célestin parler, on peut déterminer la nature de ce parti. Pourquoi?
il a parlé des sujets. Célestin ne sait pas exprimer sur les sujets. Ça, c'est le contraire de ce qu'il dit. Ça, c'est le droit le plus absolu de chaque militant d'un parti politique de s'exprimer sur les sujets, sur n'importe quel sujet. Mais je n'ai jamais appris, parce que moi aussi, je suis un militant politique, depuis bientôt 30 ans. J'ai rarement vu un militant politique interroger publiquement les choix stratégiques de son parti. Les choix stratégiques, il ne s'agit pas de sujet. Si on parle de la polygamie, de l'homosexualité, moi je serais contre, je dirais que je suis contre. Mais si c'est une option stratégique d'une formation politique décidée de façon démocratique, je viens. Il faut dire que démocratique, ce serait une indiscipline de critiquer publiquement. Or, il se trouve donc, et c'est ce que Célestin ne veut pas dire, il se trouve que chaque fois que Célestin estime que les décisions ont été prises dans un cadre non démocratique, non discuté, lui, il sort. Donc ce n'est pas à tort qu'il le fait. Parce que ce n'est pas de façon systématique qu'il fait ses sorties. Vous allez tout voir que ces sorties arrivent quelques instants après une décision. Et nous qui sommes de l'extérieur, on a l'impression que justement, ce n'est pas seulement pour animer le débat, c'est parce que certainement, et là on est même si on parle d'un point de vue journalistique, on se rend compte que ces sorties-là, c'est parce que si des choses avaient été discutées de façon démocratique devant les instances compétentes à l'intérieur de l'organisation. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des choix stratégiques du parti. Si c'est des choix stratégiques, aucun militant politique ou militant tout court, même syndical, même associatif au monde, ne peut critiquer ou interroger ou contrarier des options stratégiques de l'organisation et y rester. On appelle c'est la rupture. Donc quand vous dites « je ne suis pas d'accord », avec le fait que... Votre gars, Denis Kobo, la décision de ne pas aller aux élections le 9 février était son choix stratégique du parti. Mais là, il faut c'est un choix plus que stratégique. C'est le choix le plus capital. Nous ne sommes pas en train de dire si c'est bien ou pas. Il faut pas qu'on dise, c'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas. Et là, Michael Tala a dit, même si c'était un peu excessif, mais on comprend, que c'est une coquille. Il a dit que le MRC était une coquille vide. C'est que je ne pense pas. C'est ce que je ne pense pas. Non, je viens. Je dis que qui n'a pas d'élu. Je viens, non. C'est-à-dire que quand un parti dit je vais à l'élection, c'est-à-dire que les militants, les cadres de ce parti se sont assis et ils se sont rendus compte que l'unique décision que nous pouvons prendre à ce moment-ci, c'est de ne pas aller. Si cela n'est pas fait, et nous pensons que cela n'est pas fait, parce que si cela a été fait, ce n'est pas l'un des piliers essentiels du parti qui serait allé en public dire, il n'était pas le seul. Ils étaient 2 ou 3 piliers du parti à le dire. Ça veut dire que nous, moi je ne veux pas l'interroger, mais ça veut dire que cette décision n'a pas été prise de façon collégiale. Or, il y a des partis politiques... Qu'est-ce qu'on va reprocher alors? Non, je dis que je ne reproche rien. Ce que je voulais entendre de certains, c'était justement de dire ça, de dire que si vous me voyez, ce n'est pas de façon systématique que je dis que si moi j'étais à ta place. Mais avant la conférence de presse où Maurice Kamto a annoncé que le MRC ne participerait pas aux élections, je crois qu'il y a eu une réunion avant, le même lundi. Et là, vous savez, il y a ce qu'on appelle, et là je parle aux journalistes. Nous sommes à la source de la plupart de ces problèmes. Nous sommes à la source de la plupart de ces problèmes parce que si un grand parti politique, comme le MRC, le SDF, l'UPC, un parti qui est sur le terrain de l'actualité en permanence, comme le Maliden, si des partis comme ça prennent une décision publique, je veux dire qu'ils prennent des décisions stratégiques, en l'absence de tout journaliste, ça devrait vous poser un problème. Donc, quand un parti dit « nous n'allons pas aux élections », est-ce que vous vous demandez où est-ce que cela a été décidé? Quand et dans quelles circonstances? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reçu une information de package. Personne, et on sait pourquoi, personne n'a voulu interroger les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Personne n'a dit pourquoi. Vous terminez. Vous savez, je ne veux pas aller loin. Vous terminez pour qu'on passe la parole à Maître Serge Kaki. Et là, c'est une question, parce que là, ce qu'il a dit, il a dit des choses qui étaient censées sur le plan du débat. Personne ne peut, moi je suis militant politique, moi pour autant je n'ai jamais porté les idées de mon parti, mais si le parti qui est le mien prend des positions qui sont contraires au bon sens, attendez-moi à dire un mot en public. Et quand je dis un mot en public, je vais jusqu'au bout de la logique en disant que je vais me désolidariser d'une telle décision. Célestin Diamène avant Maître Serge Kaki. Ce n'est pas fortuit, il faut que Célestin
aille jusqu'au bout et nous explique effectivement. C'est un processus. Merci. Ah oui, voilà. Non, mais j'ai compris la Messieurs, Célestin Diamène avant Maître Sèche. Finalement, j'attendais la contradiction, mais je crois qu'on a attendu vainement cette contradiction que Denis a... La contradiction consiste pour toi à ne pas dire pourquoi tu n'es pas souvent d'accord. Tu n'es pas dans mon esprit, donc tu ne peux pas me prêter par l'avance ce que j'aurais pu dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de stratégie, c'est quelque chose qui est en préparation, qui n'est connu de personne. De personne. Je n'ai jamais révélé, je mets au défi qui que ce soit, quelque chose de secret, de stratégique précisément, qui était en préparation à MRC. Jamais. Maintenant, quand une décision prise, c'était le cas du 25 novembre, sur le boycott, une question qui est tombée, une décision qui est tombée dans le domaine public. Je répète ce que j'ai dit. Tout militant sérieux a au minimum le droit de dire, puisqu'on était en commission d'investiture jusqu'au 24 novembre, donc jusqu'à la veille de cette décision-là, où on a passé les nuits blanches. Tout militant sérieux a le devoir minimum de dire qu'il était surpris de la décision. Au minimum. Je suis allé plus loin, c'est vrai. Mais un militant un peu sérieux doit avoir l'humilité de le reconnaître. Parce qu'on ne peut pas être dans une démarche de participer aux élections. Tout le monde, je dis bien tout le monde, était pour la participation 24 heures avant. On a applaudi pour la participation. 24 heures après, on a applaudi pour le boycott. Il y a un problème. Il y a quand même un problème. Donc tout à l'heure, Denis disait qu'il y a un gros problème. Non, c'est pour te dire que tu dis que si une question de ton parti, le Manidem, touche ta conscience, mais tu dois te prononcer, tu te prononces. C'est une question de degré, donc. Donc le principe est acquis qu'un militant peut se prononcer publiquement, sans pour autant avoir l'intention de fragiliser ou de déstabiliser le leader. Ça n'a pas de sens. Vous ne voyez que Camto, vous focalisez sur Camto. Mais un parti, c'est une aventure collective. Chaque militant est une branche du parti. Et tout le monde se sentit concerné. On n'est pas une exclusivité dans le monde. Dans tous les partis du monde sérieux, il y a des courants et qui s'expriment publiquement. Regardez un peu Emmanuel, Jospin et Fabius et Mitterrand à l'époque lors du traité européen. Fabius qui vote non, Hollande qui vote oui, Emmanuel qui vote non. Mais ils sont dans la même famille. Ça ne mettait pas en cause leur socialisme commun. Allez-y, Maître Simon Sèche. En fait, ce que je voulais faire observer, j'ai bien suivi Denis et Célestin. Le problème de fond, ça je ne voulais pas le dire ici, mais bon, vous savez, nous sommes au débat, nous sommes dans un échange constructif. Le problème est le suivant, lorsque moi j'analyse la situation qui prévaut au MRC, avec notamment les sorties de Célestin, c'est parce que, de mon point de vue, je sais que beaucoup d'observateurs peuvent partager ma position, c'est que l'émergence du MRC a précédé la mise en place d'un vrai appareil politique. Vous comprenez? Parce que dans un parti politique sérieux, l'appareil politique est très très important. Tout à l'heure, Denis parlait de l'idéologie. Lorsque vous créez un parti, vous choisissez une idéologie qui, pour compléter son idée, est assise sur une doctrine. Parce qu'en fait, doctrine politique va avec idéologie politique. Mais la deuxième chose, lorsque le parti est créé, qui est fondamentale, c'est la mise en place d'un appareil politique. Ça veut dire des structures qui permettent au parti de fonctionner en respectant une certaine discipline qui assure l'homogénéité et la stabilité du parti. Le problème que nous observons, parce que Célestin le dit à demi-mot, que parfois il est obligé de faire des sorties sur des réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question, il n'existe pas de vrai canon qui lui permet de se faire entendre. Et vous dit que jusqu'au 24 novembre au soir, nous étions à la commission d'investiture. Je ne parviens pas à comprendre comment ce jour-là, on avait une position, le lendemain on prend une décision, nous autres ne sommes pas informés. En fait, c'est ce qu'il veut nous dire. Oh, c'était un parti politique sérieux, en fait, je ne dis pas que le MRC n'est pas sérieux, mais c'était un parti politique qui avait déjà ce qu'on appelle... Tu l'as dit. Non. Je n'ai jamais dit non, il faut que ma position soit claire. Je reprécise ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit... Denis Congo. Maître Simon Sèche, j'ai encore la parole. Sur un plateau très sérieux, il faut dire des choses qui doivent être interprétées de manière claire. Je n'ai pas dit que le MRC n'est pas un parti sérieux, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, je dis la jeunesse du parti, parce que le MRC, c'est un jeune parti politique, c'est l'un des plus jeunes de notre paysage politique aujourd'hui, mais qui, objectivement, par la popularité qu'il a suscité, a réussi à émerger très vite. Mais seulement cette émergence a précédé la structuration du parti dans le cadre de la mise en place
d'un vrai appareil politique. C'est ça qui fait qu'on a de la peine à savoir, par exemple, tout à l'heure, Célestin le disait, et Debo l'a d'ailleurs confirmé, bon, on en arrive à se demander quelle structure du parti, quel organe du parti a pris la décision. Alors que même le RDPC que nous tous... c'est une question essentielle, mais vous comprenez, ce n'est pas pour faire une fleur à avec votre permission, pourquoi est-ce que personne ne s'est interrogé dans ce pays? Cette décision aussi capitale a été prise où et quand? Personne ne le fait parce que nous sommes là pour tromper les Camerounais. C'est pour ça que personne ne pose des questions. Je voulais juste pour dire ceci, ce n'est pas pour faire une fleur à mon frère Mika. Le RDPC, à qui nous reprochons beaucoup de choses quand même, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on sait quand même que c'est un parti qui a une caractéristique. C'est un parti qui a un appareil politique très très solide. On sait que quand une décision se prend au RDPC, si ce n'est pas le bureau politique, c'est le comité central. Dans tous les cas, on voit des structures qui fonctionnent. Donc c'est pour dire que moi je pense que la sortie de Célestin doit plutôt interpeller le leadership du MRC pour améliorer, j'allais dire, son fonctionnement en mettant en place un vrai appareil politique qui va éviter ce genre d'équivoque. Parce que ce qu'il fait là maintenant, nous en sommes à des équivoques qui font que des militants sérieux et crédibles de ce parti et sur lesquels le parti comptait, parce que par rapport à cette compétition électorale, Célestin fait partie, j'allais dire, des militants sérieux sur qui le parti comptait. On a l'impression que tout tourne finalement autour de cette non-participation du MRC. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est ça la base. Justement, je voulais chuter. Justement, c'est ça le vrai problème. Vous savez, quand vous avez un parti politique, il y a des gens qui viennent par conviction, parce que l'idéologie les a convaincus. Il y en a qui viennent par opportunisme. Je me rappelle encore d'un professeur qui nous disait à l'université qu'il y avait 3 types de militantisme. Il y a le militantisme de conviction, c'est-à-dire celui-là qui est déterminé par les contours idéologiques. Il y a maintenant ce qu'on appelle le militantisme de positionnement, qui se confond avec le militantisme de portée. Il y en a qui viennent là uniquement parce qu'ils savent que peut-être seront candidats aux élections, vont briguer des postes importants. Donc quand, d'un revers de la main, sauf que quand il y a un bon appareil, il y a cette rupture-là qui quand il y a un bon appareil, beaucoup de gens du MRC, je ne suis pas du MRC. Maître termine. Maître termine. Beaucoup de gens dans les MRC, j'ai beaucoup d'amis dans les MRC. Je sais que beaucoup étaient déjà dans les vestiaires pour se préparer. Et il y en a qui se voyaient déjà conseillers municipaux, il y en avait qui se voyaient déjà députés, il y en avait qui se voyaient déjà maires. Et jusqu'au 24 novembre, ils étaient convaincus que leur dessein ou alors leur ambition allait être réalisée. Curieusement et aussi paradoxal que cela puisse paraître, de manière brutale le lendemain, on leur dit que monsieur, vous ne pouvez plus être député, vous ne pouvez plus être... Le choc là a déstabilisé le parti. C'est de ça qu'il est question. Célestin Diamé, est-ce que tout part de là finalement, la décision de ne pas participer aux élections? C'est vrai que toutes vos critiques partent de là? La décision de boycott, je le répète, est un point focal et à juste titre. Je le dis et je le répète ici aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes frustré, le boycott, non, je ne vis pas de frustration ni de regret. Je suis un homme politique qui vit des situations, qui pose des actes et qui tire des conséquences de certains actes. Je veux dire que la boycott, qu'on le veuille ou non, aura des impacts sur ce parti. À mon avis, ce ne sera pas des impacts très positifs. Un militant, c'est d'abord le courage de ses idées. Un militant, c'est le courage de ses idées. Si vous passez votre temps à supputer dans les alcôves, vous n'aidez pas votre parti politique. Il y a parfois des chocs qui peuvent être extrêmement positifs pour le parti. Mais si on focalise non pas sur le choc, la question qui est posée, mais plutôt sur l'individu, on a tout faux. La question fondamentale, c'est que, on dit j'ai parlé sur la place du marché, mais c'est aussi sur la place du marché que nos frères et sœurs savaient qu'on allait à la commission d'investiture jusqu'au 24 novembre. Je crois qu'il faut de la considération pour les militants, pour tous les militants. Et je défends tous les militants du MRC. Parce qu'ils méritent cette considération. Voilà un parti qui, pendant 7 ans, à travers ses militants, s'est livré à un effort, j'allais dire, herculien, à implanter le parti partout, dans le Mungu, dans le Djamare, dans le Vouri, dans la Salanga maritime, dans l'Onkam, dans le Fundi, dans le Sud, etc. Et quand le manguier a produit ses mangues prêtes à mûrir, on dit on ne le cueille pas, on n'y va pas. Ce que j'ai dit, je le réitère. Un militant doit avoir la fierté de ses idées, mais en restant cabré sur le socle idéologique du parti.
Je n'ai pas honte et je ne regrette pas d'avoir des MRC. Cependant, sur certaines décisions qui ont été prises, j'ai mon devoir et je le réclame mon droit de dire ce que je pense. Oui, je voudrais dire que le débat est fondamental. Hein. Le débat est fondamental parce que, effectivement, lorsque vous êtes dans un parti politique, il y a un certain nombre d'idéologies et il y a un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, il est clair que M. N'Djamène peut se poser la question de savoir quel est l'objectif du MRC. Dès lors qu'un parti politique a préparé les élections, mis les cellules par-ci, par-là, fait la campagne, et au moment où il faut absolument concrétiser cela, tout est annulé. Ça pose un problème. Moi, je vais vous dire qu'en 2008, j'ai également posé un problème, le problème de la jeunesse. J'ai fait une lettre ouverte au chef de l'État. Parce que le chef de l'État disait toujours, vous êtes le fer de lance de la nation, vous êtes des étoiles, préparez-vous à vous assumer, anticipez sur le développement. Et sur le plan de la jeunesse, on ne voyait rien. Rien du tout. Mais j'ai fait une lettre au chef de l'État pour dire, les jeunes vous demandent de... Voilà. Je l'ai fait. Et cette lettre, publiquement. Publiquement, voilà. Elle a fait la une du Messager. Et cette lettre, effectivement, a été remise au goût du jour par des camarades. Mais je me suis demandé, mais nous sommes le levier, nous sommes le fer de lance. Quel est notre rôle? Donc, quand vous êtes un intellectuel sensé, quand vous êtes un militant, il y a des questions que vous pouvez vous poser, qui sont des questions essentielles. Je crois que ce qui arrive à M. Célestin N'Djamène peut arriver à tout militant à un certain moment de l'histoire où vous ne comprenez plus la trajectoire, où les leviers, les repères deviennent flous, où vous vous posez des questions. Mais seulement ces questions ne doivent pas être prises comme une sorte de complot, de déstabilisation. Ces questions doivent être ramenées au centre du parti pour être discutées et pour qu'on liquide, n'est-ce pas? Et dans ton sens, Luther, quand vous allez au MINAC, quand vous voulez créer un parti politique, vous recevez une immatriculation. Dans les fondamentaux du parti politique, et ça, maître Serge le sait, il est inscrit que les partis politiques, c'est d'ailleurs noté dans le préambule de la Constitution, dans le code électoral, participent à l'expression du suffrage universel. Donc, un parti politique a, dans son ADN, vocation à aller à la compétition. Si vous demeurez un parti politique et que vous refusez la compétition pour des idées je ne sais quoi de déstabiliser je ne sais qui ou d'influencer je ne sais qui, c'est une erreur. Parce que, je termine en disant que, Luther, il est vrai que le code électoral est mauvais et même très mauvais. Je ne le pense pas. Mais allons-nous donc choisir? Je ne le pense pas. Pour cela, l'option militaire permet que non, il y a des articles qui sont liberticides dans le code électoral. Je l'ai dit, je peux citer les articles, notamment 113, 114, alinéa 2, qui sont liberticides. Article 44. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans l'ADN, même l'UPC qui a été interdite à plusieurs reprises, qui a été violentée sur le plan politique, ils ont toujours l'aspiration à être disqualifiés. Voilà, justement. Ils faisaient tout pour aller aux élections. Et pourtant, le régime actuel, ce n'est pas leur tasse de café. Alors, si l'UPC le fait, un parti historique, a fortiori le MRC, qui est un parti de 8 ans d'âge. Donc, un parti politique, ça va aux élections. Dans un système qui est concentrationnel comme celui-ci, boycotter ne veut rien dire. Parce qu'en vérité, quand on est né une ONG, né un club de charité, on ne peut être qu'un parti politique. Et si on est un parti politique, on doit savoir que la seule option possible, c'est les urnes. Si effectivement les urnes, le code est mauvais, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, l'élection c'est une chance. Même si on n'a qu'une poignée de députés, si on a 20 députés, 30, 40 députés, c'est pas bien grave. La révolution, c'est pas forcément le même soir. Elle peut prendre un peu de temps, elle peut être progressive. Sauf que ça s'est passé déjà depuis plus de 8 mois. Oui, mais c'est passé, mais le débat demeure. Je suis en train de dire que ce n'est pas c'est pour la postérité qu'on parle aujourd'hui, parce que ça peut concerner tous les partis politiques. Donc, dans l'ADN du parti politique, il y a la compétition électorale. Justement, la campagne électorale, c'est une tribune pour prendre à témoin tout le monde, pour dénoncer ce qu'on doit dénoncer, justement. Mais aller dans les institutions, aller dans les assemblées locales et nationales, pour dire, le SGF l'a démontré il y a quelques années, ils étaient seulement 18, mais ils ont fait du boucan incroyable sur la crise anglophone, à juste titre, n'est-ce pas? Alors imaginez si on était 30-40, ce que je croyais, pour ce qui me concerne pour le MRC, alors, imaginez-vous toutes les dénonciations qu'on aurait pu faire. Alors, moi, j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on se résolve à poser, n'est-ce pas, les vraies questions. Les vraies questions, pour moi, c'est que, s'il y a élection, par exemple, anticipée demain, devons-nous encore boycotter?
Devrions-nous boycotter les élections 2025? Et pourquoi ne boycotterions-nous pas? Parce qu'on l'a fait en 2020, alors qu'on l'a fait en 2020. Est-ce que vous êtes acteur? Donc, il faut, quand on est dans un bateau, les gars, vous avez un capitaine, vous avez un marin, un capitaine, malgré les vagues, il y a un cap. Le cap, c'est de changer. Pour changer, il faut le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut être investi par les électeurs. Et pour être investi par les électeurs, dans le but d'implémenter votre projet de société, il faut aller à la compétition électorale, tout en dénonçant ce qu'on doit dénoncer, en l'occurrence le code électoral. Merci Célestin Djamena. Je voulais dire que contrairement... En 30 secondes. Oui, puisque lui, il a posé des problèmes à son niveau, moi j'ai posé des problèmes, mais chez nous, au RDPC, on nous a écoutés. La preuve. André Lutembeck, la preuve, vous avez été nommé, j'ai pas entendu. Mais je suis la preuve vivante que nous avons été écoutés, puisque dès lors, déjà dans les circulaires, on met un quota pour les jeunes. Chaque fois, on parle des jeunes. Et lorsqu'on s'assoit pour faire les élections investies, il y a des jeunes qui ont un quota. Et moi aussi, vous voyez. Donc, le RDP... Vous aussi, bien sûr, quoi exactement? Bien sûr, je suis l'exemple vivant de rajeunissement de l'administration camerounaise. L'administration, c'est le RDPC, je veux dire que vous... Oui, parce que... Vous n'avez pas fait politique. Je vais vous expliquer ça simplement. C'est-à-dire que quand nous allons aux élections, nous gagnons les élections. Ceux qui gagnent les élections font un gouvernement et ce gouvernement met en place une administration qui doit, n'est-ce pas, réaliser son plan d'action. Vous comprenez? En fait, ce que M. Beka veut vous dire, Léla, c'est que non, vous n'allez pas dans le contexte actuel, non, mais en fait, je sais juste de résumer ce que vous venez de dire. En fait, il n'y a aucune différence entre RDPC, gouvernement et administration. Tout ça, c'est du pareil au même. C'est ce qu'il veut nous dire, en fait. Donc, ça veut dire que... Et vous parlez du tribalisme. Merci, messieurs. Merci, André Lutembeck. Il y a les alliés aussi. Merci, André Lutembeck. Pour parler du tribalisme au Cameroun, on va y aller comme suit. Pour parler du tribalisme, tout d'abord, on va une nouvelle fois parler de l'élection présidentielle de 2018. Ensuite, on va évoquer la responsabilité des gouvernants. Et on sortira sur cette loi adoptée et promulguée en fin 2019. On va commencer par vous, Célestin Djamena. Après le scrutin de 2018, on a longtemps accusé cette élection d'avoir exacerbé, accentué le tribalisme justement au Cameroun. 2 ans sensiblement après, est-ce que les esprits se sont calmés? Je veux dire, quelle est la température actuellement sur les réseaux sociaux? Tout à l'heure, je crois que si vous avez bien suivi Maître Kakak, il est un peu glissé l'avènement du MRC sur la sphère politique, dans la sphère politique camerounaise. Effectivement, 2018, c'est une date qui marque, ou qui a marqué les esprits. Dans le cas d'espèce, on a vu également la présence assez significative, pour une fois, des réseaux sociaux, où les gens se sont déversés en insinuation, en stigmatisation d'une certaine communauté qui voulait prendre à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique. Il y a une campagne politique pour les élections présidentielles qui a donné ce que ça donnait. Moi, j'ai participé à cette campagne qui était extrêmement positive, une très belle campagne, dont je suis fier d'ailleurs. Et puis à la suite, évidemment, à cause des discours haineux, parce que la loi, l'article 241, parle des discours haineux, précisément. Ces discours haineux viennent précisément... la violence aussi. Oui, la violence d'abord verbale. Parce qu'il ne faut pas mélanger, il faut distinguer la vie réelle de tous les jours et, n'est-ce pas, ce qui est déversé au quotidien dans les réseaux sociaux. Donc ces discours haineux font justement penser à ce qui se fait, à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Donc moi je dis que le tribalisme en tant que tel, c'est pas une loi qui va l'effacer, c'est dans les têtes. Le vrai remède au tribalisme que nous combattons tous, je l'espère, sur ce plateau, c'est d'abord l'éducation. Parce que l'intolérance, la haine ou la détestation de l'autre, c'est d'abord une question d'ignorance. Regardez les mariages interethniques, intertribaux, dans la vie réelle, je ne vois pas tellement ça. Et n'oubliez pas non plus que l'État a pris aussi une part assez négative, assez importante. On en parlera justement, c'est pour ça que j'ai commencé par situer cette émergence du tribalisme. Oui. La question, ce n'est pas les lois, c'est une certaine, comment dirais-je, un laxisme à ne pas véritablement sanctionner. Maître Simon Serge Kakak, pour rester avec l'élection de 2018, au regard des résultats obtenus par bon nombre de candidats à cette élection, est-ce qu'on peut dire que le vote tribal a primé? Je reviens avec ce que dit Mutation. Mutation fait savoir que Cabral Libi a gagné par exemple dans l'Union Ekele avec 61,60% des voix. Maurice Kamto aurait gagné à Yaoundé 2e et 6e, 2 arrondissements où seraient majoritaires les ressortissants de sa communauté. Et Paul Biya, lui, aurait gagné à l'Est 90,43% des suffrages et au Sud
2018, 92,91% de suffrages. La présidentielle de 2018 a-t-elle consacré le vote tribal au Cameroun? Oui, en fait, vous savez, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas seulement en 2018. Depuis pratiquement 1992, quand nous sommes revenus à la démocratie, on a toujours l'impression que chaque fois qu'il y a une compétition électorale, c'est la tribu qui prévaut. Mais en fait, c'est une volonté politique des gouvernants. C'est le système de gouvernance qui favorise ce vote tribal. Et cela m'amène à revenir un peu dans l'histoire. Comment? Non, je vais vous dire, je vais un peu revenir dans l'histoire. Lorsqu'on créa l'Union de population du Cameroun le 10 avril 1948, prenez les statuts qui ont été adoptés. Vous allez voir les objectifs de l'UPC. Les objectifs, c'était la réunification du Cameroun, c'était l'indépendance du Cameroun et, troisième objectif, l'élévation du standard de vie des Camerounais. En fait, pourquoi on dit réunification avant l'indépendance? Beaucoup de gens n'ont pas compris cette vision UPCiste de la décolonisation du Cameroun. Et d'ailleurs, cela a été précisé de manière claire et limpide lors de la troisième intervention du secrétaire général Ruben Oumniobé à la 4e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en charge des territoires sous tutelle. C'était le 24 novembre 1954, où Lompodol a clairement dit que pour lui, avant de penser à l'indépendance du Cameroun, il fallait d'abord construire une vraie nation. C'est pour ça qu'on parlait de réunification avant l'indépendance. Il fallait construire une vraie nation. Malheureusement, tout le monde le sait, cette vision a été sabordée pour privilégier la vision odulatiste de la libération du Cameroun qui consistait à faire l'indépendance avant de penser créer une nation. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à créer une nation. Donc, parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez comment nous fonctionnons, la tribu passe avant la nation. Nos enfants, même nos enfants, dès que vous parlez son patois, ils vous considèrent plus comme son frère que quelqu'un qui parle notre patois. Ça veut dire quoi? Dans nos us et coutumes, on a privilégié les considérations tribalo-ethniques au détriment des considérations véritablement nationales. Et cela s'applique maintenant lorsqu'il y a élection. On va vous dire, écoutez, je préfère voter mon frère. Mais le gouvernement qui le sait, a privilégié, a favorisé cet état de choses en adoptant des stratagèmes pour confiner des partis politiques dans les limites territoriales d'une ethnie. On va vous dire que, non, c'est pas là que je vais chuter, on va vous dire l'UDC, oui, c'est le parti des Bamoun. L'UPC, c'est le parti des gens du Nyong-Ikele. Parce qu'en fait, au départ, même, on disait non, que les Sénégal Martin, mais après, ils ont adopté des stratagèmes pour que ça devienne une simple affaire des populations d'Union Ikele. On va vous dire tel parti politique, c'est pour les gens qui parlent tel patois. Ça, c'est une volonté politique. Mais moi, je pense que la loi qui a été adoptée aujourd'hui, comme l'a si bien relevé tout à l'heure Célestin, objectivement ne va pas porter... On aura l'occasion de parler de cette loi-là, justement. André Luther-Meka, en 2019, alors que le ministre René Emmanuel Sadi s'adresse à Michel Bachelet, il laisse entendre que Cameroun, le tribalisme est une instrumentalisation circonstancielle. Cette lecture tient-elle toujours aujourd'hui, quand sensiblement 2 ans après l'élection présidentielle, selon Célestin Diamène, sur les réseaux sociaux, le tribalisme demeure? Bon, c'est un débat assez sérieux, hein, et je crois que Maître Kakal devrait arrêter d'instrumentaliser ce débat. D'abord, je le connaissais au parti de Akeremouna. Aujourd'hui, je le constate à l'UPC. La plateforme Nord, ce n'était pas un parti politique, c'était une plateforme. Oh, voilà, mais admettons que c'était une plateforme, mais je crois que il était dans ce mouvement. Il est à l'UPC, il pouvait être au RDPC, il pouvait être au MRC, mais il est allé à l'UPC. Il est allé à l'UPC peut-être parce qu'il est Bassa. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun est géré par consensus. Et ce consensus qui est géré par le Cameroun, certaines personnes partent, n'est-ce pas, dans les ethnies pour capitaliser la légitimité et être représentatifs pour négocier avec le gouvernement en place. C'est exactement ce qui se passe. Je vais vous donner l'illustration parfaite. Vous avez quelqu'un comme M. Maurice Kamto qui a été ministre délégué et qui apprend un jour qu'il ne sera plus au gouvernement, il démissionne. Quelques années plus tard, il fait un parti politique. Et quand vous voyez sa démarche de ce parti politique, il y a
M. Fogué, il y a M. Albert Zongang, et il va à l'ouest, il fait des réunions pour qu'on le soutienne par rapport, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une construction, n'est-ce pas, dans un certain nombre de discours pour pouvoir légitimer effectivement sa candidature. Sauf que la vice-présidence du MRC n'est ni assumée par M. Fogué, ni même M. Albert Zongang, si je ne me trompe pas. C'est Maître Emmanuel Sim. Et surtout, il faut faire... Non, ne prenez pas la parole. Oui. Donc, je veux dire qu'ils sont peut-être là, mais ils ne sont pas dans les instances dirigeantes du parti, à moins que je me trompe. Vous allez constater, c'est un parti que je connais bien, vous allez constater que la plupart des vice-présidents sont soit ces étudiants, il y a une de ces étudiantes, il y a également certain Mamadou Mouta qui n'est pas très représentatif, mais le véritable problème c'est que c'était un socle, c'était un parti qui avait un socle, n'est-ce pas, tribal. Vous laissez le MRC, vous allez à l'UDC. Ce qui se passe aujourd'hui à l'UDC est la confirmation totale de cette capitalisation de la légitimité tribale. Parce que vous avez quelqu'un comme Sambaka qui a servi ce parti pendant près de 30 ans. Et vous avez également Madame Njoya, qui a également servi le parti, mais il y a eu un coup d'État presque des lois. On a mis, n'est-ce pas, la femme de Adamou Njoya pour gérer l'intérim alors qu'elle n'a pas qualité. En gros, le ministre René Emmanuel Sadi s'est trompé dans sa réponse lorsqu'il parlait d'instrumentalisation circonstancielle. C'est ce que je suis en train de vous dire, que c'est une instrumentalisation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déchu, d'une situation consensuelle, vous repliez dans l'ethnie pour pouvoir prendre une légitimité et vous venir, n'est-ce pas, soit négocier, soit s'opposer au gouvernement pour qu'il y ait une sorte de consensus. Le véritable problème, c'est que, malheureusement, par rapport à ce qu'il disait, ce n'est pas l'État qui gère ça, ce sont des individus pour qui sont à la conquête du pouvoir et qui exploitent, n'est-ce pas, ces situations pour pouvoir négocier. On reviendra sur la responsabilité. Mais ce n'est pas le cas du ADPC, parce que nous sommes nationaux. Denis Kobo, sur les réseaux sociaux, justement, on a ces deux thèmes qui reviennent constamment, Sardinard, Tontinard. Au-delà de l'appartenance politique, est-ce que vous décelez une connotation tribale en ces thèmes? Bon, là où je ne suis pas d'accord avec mes co-panélistes, on a dit tout à l'heure que ce sont les idées qui gouvernent le monde. Là où ils n'ont pas été précis, c'est de dire que ce qui est un isme est une philosophie. Quand on dit isme, ça veut dire que c'est une philosophie. Ce n'est pas dans la tête de quelqu'un qui a le tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme dans la tête. Pour ceux qui ont l'avantage, comme nous autres, d'avoir fait le tour de tout le Cameroun, on a cette prétention-là. Au quotidien, personne ne vit ce tribalisme qui est caricaturé ici. Si vous allez à l'est, vous allez à l'extrême nord, vous faites le tour, vous marchez, vous pouvez faire un an, vous n'aurez jamais eu un débat qui porte sur votre tribu, même si vous êtes un touriste. La tribu, c'est soit sur un plateau de télé, soit au Conseil constitutionnel, soit sur les réseaux sociaux. Et vous savez que ce sont des constructions, la réalité sur ces espaces publics-là, c'est des constructions virtuelles. C'est pour ça que je dis que c'est une philosophie. Donc les gens créent cela. C'est a dit quelque chose d'assez grave tout à l'heure. Et personne, moi je ne vais jamais accepter d'entendre ça sans dire quelque chose. Il a dit que pour l'élection présidentielle de 2018, il y avait un discours contre une certaine communauté. Moi, je veux pas, c'est mon ami, hein. C'est archi faux. J'insiste pour dire, comme il est là, je dis, s'il n'était pas là, je n'allais pas le dire. C'est archi faux parce que sa déclaration-là participe de cette construction virtuelle-là. Pour moi qui étais sur le terrain, je couvrais l'élection, donc j'ai aussi été témoin de ce qu'il dit. Sauf que lui, il n'est pas suffisamment honnête quand il le dit. Il dit que c'était contre une certaine communauté. C'était des gens ramassés dans chaque communauté qui s'attaquaient à l'autre. Donc, ce qui est vrai pour cette communauté est vrai pour d'autres communautés, pour toutes les autres communautés. C'est archi faux que le vote tribal est le fait du pouvoir. Le vote tribal est principalement à 99% le fait de ceux qui utilisent la tribu comme échelle. Tout à fait. C'est pour ça donc que vous allez avoir des groupuscules epsilon tout à fait. dans tel coin, dans tel autre coin. Ce n'est pas le pouvoir qui vous fait
développer la théorie sur le fédéralisme communautaire qui vous permet de gagner. Denis Kobo, mutation justement a donné la parole à quelques hommes politiques. Mutation n'a pas, vous savez, sur cette question, permettez que je finisse. Permettez que je termine. Mutation a donné la parole à quelques hommes politiques sur cette question. J'ai pu recenser quelques réactions. Anissé Ekane, par exemple, pense que l'État s'est bâti sur la maxime diviser pour mieux régner. Serge Espoir Matomba, lui, pense que le régime a engendré les gemmes du tribalisme et s'en nourrit depuis 38 ans. Maurice Kamto, lui, pense que la haine ethnique domine désormais les propos de nombreuses personnalités prétendant agir ou parler au nom de l'État, avec le tribalisme d'État désormais banalisé. Vous voulez dire que tous ces hommes politiques se trompent sur... Là, ils confirment mon raisonnement. Je vous explique pourquoi. Non, ils ne confirment pas ton raisonnement. Je dis ce que j'ai entendu là, ça me conforte. Anissé Ekane dit l'État s'est bâti sur la maxime diviser pour mieux régner. Je viens. La question qui était posée... C'est pas ce que tu dis. Écoutez, quelle était la question posée? La question posée, c'était quoi? Le tribalisme au Cameroun. Non, c'est pas une question. Non, quelle est la question qu'on lui avait posée? Quel est le regard qu'ils ont sur le tribalisme au Cameroun? Qui sont justement les personnes derrière le tribalisme au Cameroun? Parce que derrière le sous-entendu dans ce dossier... ce sont les questions qui ont été posées dans ce dossier. Nous sommes des citoyens camerounais. Et vous savez, dans nos villages, nos communautés, dans tout le Cameroun, il y a les méthodes de divination, notamment le scorpion. Si vous posez une mauvaise question au scorpion, il vous mord. Parce que le scorpion sait que vous venez lui poser la question pour l'amener, lui, à donner la réponse que vous avez déjà préfabriquée. Donc, généralement, moi, je lis toujours la presse quand elle aborde la question du tribalisme. Elle aborde la question du tribalisme pour éluder le débat de fond. Et ce n'est pas en une déclaration de 1000 signes qu'un président de tel ou tel parti politique poserait le problème du tribalisme au Cameroun. Tout à l'heure, j'ai tenté de dire des choses concrètes. Quand l'UDC gagne dans le Noun, est-ce que vous pouvez me dire que c'est bien qui fait gagner l'UDC dans le Noun? Quand Cabral Libi prend la place de l'UPC, entre guillemets, parce que ce n'est pas l'UPC, c'est qu'il n'est pas possible que l'UPC que je connais gagne seulement dans un coin du Cameroun. C'est l'UPC que je connais. Quand l'UPC la gagne dans un seul coin, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, et c'est ce qu'Anissa expliquait, c'est-à-dire que les gens savent que le pouvoir a besoin de représentants. C'est pour ça qu'ils se revendiquent de représentants Bassa pour avoir la place. C'est l'autre se revendique Bamoun pour avoir la place. Si on prend 2018, comme Célestin a dit, je prends 2018, moi je vais parler sur les chiffres. Vous terminez, Denis Kobo, vous terminez. Oui, parce que si on n'a pas, on va surfer. Sur les chiffres, moi, mon département, c'est l'UND. Le DPS a eu combien? Paul Biya a eu 87%. Paul Biya n'a ni une femme bangatée, ni un fils bangaté. Pourquoi il a eu 87%? Est-ce que ça ne bat pas en brèche le fait qu'on vous dise 91%? Il ne faut pas aller prendre le chiffre, piquer le chiffre ici pour justifier quelque chose. Quand on prend 71% là, et ce que également se disait, c'est que, et Mikala a dit tout à l'heure, depuis, avant Biya, il y avait Aïdjo. Il y avait ce qu'on appelle... vous terminez, Denis Kobo, vous terminez. L'équilibre régional. Mes amis du messager à l'époque avaient une façon de traiter le remaniement ministériel au Cameroun. Quand le remaniement sort, ils dessinent un cercle à la une. On met les statistiques du nombre de ministres par région. Et département. Et par département. Les Camerounais ont intégré que si on voit Célestin Diamène, ministre, on va aller fouiller pour dire que Célestin Diamène représente tel ennemi. Non. Est-ce que quand vous entendez Kakak ou Yamen ou Meka parler là, vous avez l'impression que son ambition c'est de représenter l'ennemi? Si vous voulez être... quel est l'ennemi qui peut vous permettre de gagner l'élection au Cameroun? Aucune. Puisqu'il y en a tellement. Donc, quand il dit que c'est un anisme, c'est politique. Comme il y a une philosophie politique qu'on appelle tribalisme, ceux qui ont des aspirations politiques agitent ça comme élément de stratégie de conquête de pouvoir. Ce n'est pas une réalité de terrain. Sur la responsabilité des pouvoirs. Je crois que, même si Denis pose une question de fond, il a souvent tort de faire de certaines questions des questions taboues. Pour combattre un mal est là, il faut l'identifier. Vous ne pouvez pas soigner une plaie sans la désinfecter. Pour ce qui me concerne, quand je dis qu'il y a un discours haineux sur les réseaux sociaux
qu'il y a eu pendant la campagne de 2018, c'est une réalité. Contre une communauté, non, il faut aller loin. Contre Oui, il faut le dire. communauté. Et principalement, et d'autres aussi, de manière sexuelle. Non, il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a taxé, à l'époque d'ailleurs, l'UPC de parti de Bassa, malheureusement, c'est pas vrai. On taxe toujours l'UDC de parti de Bamou. Maître Kak l'a rappelé tout à l'heure. On a taxé, et plus encore de manière très, très voyante, en 2018, le MRC de parti de Bamileke. Et j'irai même encore plus loin. Certains militants, ils sont peu nombreux certes, entrent au MRC, peut-être parce que le leader est Bamileke. Or, quand on voit le discours du leader, dans ses écrits, il n'y a rien d'ostracisant, il n'y a rien d'exclu. Ne dis pas ça. Non, il n'y a rien dans ces discours. Non, il ne faut pas. Quand on dit que quelqu'un tient les discours, quand on dit que quelqu'un tient les discours haineux ou racistes ou tribalistes, il faut produire des documents. Dans les discours, non, permets-moi de parler. Dans les discours, d'appel à la haine de l'autre, vous ne verrez jamais, il faut être honnête, dans les discours de Camto, les discours qui prennent l'exclusion, le tribalisme, jamais. C'est vrai. Maintenant, quand je dis que il y a eu en 2018, n'est-ce pas, des discours haineux contre certaines communautés ou contre une certaine communauté, c'est une réalité. C'est une réalité. Malheureusement, on est en train de vivre de manière extrêmement permanente une situation où les pouvoirs publics... La question que je pose, c'est justement qui en est le responsable. Les pouvoirs publics, justement, se servent de ça. Et Anissé Kana a raison. Vous savez que quand les colons s'en vont, ils nous laissent en héritage des États multiethniques. Et nous, on fait du sparadrap, on greffe sur ces États multiethniques, n'est-ce pas, des principes républicains. État de droit, démocratie, etc. Mais en vérité, nous avons des réactions totalement tribales. Pourquoi est-ce que Cabral, ces 4 députés ou 5 députés, l'ont été principalement dans l'Union Ekele? Ça arrange le pouvoir aussi de stigmatiser Cabral comme un responsable des partis de Bassa. Bien sûr, par stratégie, chaque dirigeant de parti va faire l'effort de mettre à tel ou tel poste telle personne originaire, n'est-ce pas, de telle ou telle tribu. Comprenez? C'est pareil pour le Noun, pour le UDC dans le Noun. Tous ces députés depuis très longtemps sont les députés issus du Noun, sauf si je me trompe. Alors maintenant, quand vous dites que l'État n'est pas responsable dans cette montée du tribalisme, je veux dire que, franchement, c'est hypocrite. Parce qu'en vérité, le vrai problème, on essaie de se servir des lois comme d'une espèce de une loi décorative pour faire croire qu'on combat le tribalisme. Ça commence alors par l'exemplarité. Maître Simon-Serge Kaka, ce que dit en fait Célestin Djamène, c'est que le régime, tout en prenant dans les discours officiels l'unité nationale, travaille à instituer une gestion basée sur les tribus. Je crois que c'est ça. Oui, c'est-à-dire que ça les arrange. En fait, c'est une vérité de la palisse. Vous ne pouvez pas être dans un pays où on déclare faire la promotion de l'unité nationale, de l'intégration nationale, du vivre ensemble. Et on consacre les notions comme l'autochtonie. Voilà. La région vous dit, écoutez, ne peut pas être maire à Douala que quelqu'un originaire de la région du littoral. Alors que Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, donc le poumon économique du pays, où en fait ceux qui doivent diriger la ville, c'est des acteurs économiques, c'est des gens qui sont prédisposés à apporter pour que le Douala continue à être le poumon économique du Cameroun. Je vais vous dire, quand vous voyez la ville de Paris par exemple en France, on va vous dire que non, comparaison n'est pas raison. Mais lorsque vous voyez une ville comme Paris, je parle sous le contrôle de Célestin qui a vécu à Paris pendant longtemps, aucun maire de Paris n'est originaire de Paris. Exactement. Jacques Chirac venait de la Corrèze. Il a été maire de Paris. Les gens de Tibéri, il venait, je crois, il était en Corse. Il a été maire à Paris. Jacques Chirac était corrézien. Oui, il venait de la Corrèze. Il n'était pas de l'Île-de-France, il n'était pas originaire de la région de l'Île-de-France. Anne Hidalgo, qui est actuelle de Paris, vient d'Espagne. D'origine espagnole. Le maire actuel, Anne Hidalgo, est originaire d'Espagne, mais il est maire de Paris. Vous voyez une ville comme New York. On a eu des maires comme Michael Bloomberg, qui a été maire pendant 10 ans. Il était originaire de Massachusetts. Donc, en fait, c'est vous dire quoi? Lorsqu'on veut confier des responsabilités aux gens, dans un pays où les gens vous prônent l'unité nationale, l'intégration nationale, on continue à créer des discriminations d'ordre à caractère tribalo-ethnique. On vous dit non, tel ethnie ne peut pas gérer la ville parce que non, s'il veut gérer la ville, qu'il aille chez lui. Moi, j'ai des gens qui me l'ont dit, les camarades.
de mon frère Meka m'ont dit, mais écoutez, si par exemple les Bamileke veulent gérer une super mairie, qu'ils aillent gérer ça à Bafoussam. Donc en fait, quand vous développez ce genre de discours, vous voulez me dire que vous ne favorisez pas le tribalisme? Et d'un. Et de deux, lorsque vous voyez le fonctionnement des partis politiques, tout le monde a vu la montée du jeune Cabral Libi il y a 2-3 ans. Ce garçon, je le dis très honnêtement sur ce plateau, a réussi à susciter autour de lui une popularité qui pouvait lui donner les députés dans n'importe quelle région du Cameroun. Mais vous voyez les stratagèmes montés par le pouvoir, parce qu'en fait c'est savamment orchestré. On adopte des stratagèmes pour le confiner dans les limites territoriales d'un ou deux départements. En refusant qu'il ait candidat à Loum. Qu'il finisse. Pourquoi vous parlez en disant qu'il ne peut pas être candidat à Loum, par exemple? Je vais vous dire. En disant à Cabral que tu ne peux pas être candidat à Yaoundé où tu vis? Non, non, laisse qu'il finisse. Ça, c'est populiste, ça ne renvoie pas à quelque chose de fort. C'est la jonglerie, ça. Le premier stratagème d'abord. Oui, quand on vit à Yaoundé, pourquoi vous partez être candidat dans votre village? Le premier stratagème qui était plausible, vous pouvez vérifier, vous êtes des journalistes. Oui. Ils ont adopté des stratagèmes pour disqualifier d'abord l'UPC, pour lui offrir un boulevard dans l'Union Ikele. Et on l'a aussi obligé à aller être candidat là-bas. Oui, mais écoutez, on n'a pas disqualifié l'UPC. On a disqualifié. Il y a eu des guéguerres. Il n'y a aucune guéguerre, monsieur. Il y a eu des guéguerres. Il n'y a aucune guéguerre. C'est des guéguerres instrumentales. Est-ce qu'il y a un match par qui? L'UPC n'arrive même pas d'abord à s'entendre. Vous dites qu'on leur a donné un boulevard. Monsieur Meka. Fini d'abord, mais fini. Écoutez, on vous dit, écoutez, nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce qui investit? Qu'est-ce qui suit le mouvement? Attendez. Messieurs, alors allez-y. Dans un état de droit, entre le congrès du parti politique et l'autorité ministérielle qui nomme les dirigeants des partis politiques, c'est le congrès. Quand le congrès se réunit pour élire ses dirigeants, un ministre de la République se lève pour nommer un dirigeant. L'instance chargée de réguler le jeu électoral. Mais vous n'avez pas l'information. Attendez. La hiérarchie du parti a saisi le ministre. Quelle hiérarchie du parti? Quelle hiérarchie du parti? Issue du Congrès? La hiérarchie issue du Congrès? Attends, prenons même l'hypothèse. Vous voulez dire que la présidente Abiba a saisi le ministre? Je vous le concède. Donne-moi la disposition. Vous croyez qu'on n'est pas dans une situation pareille? Si on ne voulait pas être... Vous croyez qu'un ministre peut réagir pour rien? Un ministre ne peut pas réagir pour rien. Si le parti voulait résoudre ce problème, en tant que parti, un petit congrès extraordinaire... Congrès extraordinaire comment? Un petit congrès extraordinaire. Si à contestation... C'est même un coup bas qu'on a fait à Bapor. Oui, bien sûr. Il suffit seulement d'un petit congrès extraordinaire pour redire qui est le dirigeant. Donc, ça arrange tout le monde. Si au lieu de choisir Bob Bapor, le pouvoir avait choisi Maître Kakat ou un autre, on n'est pas sûr que ce seraient les mêmes réponses aux questions. Non, j'ai l'impression qu'on se comprend. Il y a une bataille pour des gens d'aller représenter Denis Kwebo et André Luther. Je dis ceci. Lorsque vous êtes une instance électorale, en fait, une instance chargée de réguler le jeu électoral, les partis politiques viennent présenter leur liste qui ont été investis. Qui est l'autorité? Quel est l'organe qui doit investir? C'est l'organe, c'est l'autorité, c'est le dirigeant qui a été élu au Congrès, ou bien c'est le dirigeant nommé par le ministre. Deuxième chose, non. Donnez-moi la disposition légale. Vous avez le texte de nomination. Vous parlez de nommer, vous avez un texte de nomination. Mais oui, mais j'ai le texte. Vous avez un texte de nomination. Qui a désigné. Alors, désigné. Vous avez le texte, monsieur. Non, il n'y a pas un texte. Ce sont les noms qui sont dans les partis. Non, utilisez le terme, vous êtes un juriste, utilisez les termes réels. La décision du ministre, c'est, je crois, lettre numéro 00, quelque chose, du 18 juillet 2018, qui désigne Bapor comme... S'il vous plaît. J'ai la lettre, s'il vous plaît. C'est pas ça. C'est pas ce que la lettre dit. Qu'est-ce que il y a pas la lettre clarifie ceux qui sont les leaders de ces partis politiques. Leader et secrétaire général. Oui, il a précisé le leader et secrétaire général. Oui. Attends, est-ce que c'est différent du... Mais c'est ceux qui sont qui ont été élus, qui sont dans la disposition légale qui permet au ministre de désigner le leader d'un parti politique? C'est selon les documents. S'il vous plaît, quel document? Des partis politiques. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Quand vous parlez en fonctionnalisme, moi je ne vous interromps pas. Voilà ce qui se passe. Là, il y a une loi qui régit les partis politiques au Cameroun. C'est vrai, c'est faux. Cette loi dit qu'en cas de mésintelligence, le ministre chargé de l'administration territoriale peut même dissoudre le parti. Mais il n'a pas compétence pour désigner un dirigeant. Et ça veut dire quoi? Il lui est formellement interdit de s'immiscer dans le fonctionnement des partis politiques. Revenons justement au sujet. Donc, c'est pour dire ceci. Je dirais qu'il y a des stratagèmes qui ont été adoptés pour installer le jeune Cabral dans son département d'origine.
Ça, c'est des manœuvres du pouvoir. Ça, vous le savez. Vous, tout à l'heure, vous avez parlé des stratégies. La stratégie n'est pas forcément publique. Il y a des stratégies qui se font dans les coulisses. Mais tout le monde sait qu'au Cameroun, le pouvoir fait tout pour laisser passer dans l'opinion publique que le seul parti politique qui a une implantation territoriale, c'est le RDPC. Les autres partis ne sont que des partis à caractère tribal. Ça, je parle sous le contrôle de Célestin Diamène, qui est un vieux militant des partis politiques. Pendant très longtemps, c'est pas là que je suis, pendant très longtemps, on nous a tout présenté, les SDF comme le parti du Nord-Ouest. Sauf que on présentait l'UDC toujours comme un parti du Nunoun. Et je pensais que dans un jeu politique clair, avec des textes véritablement démocratiques, ces partis politiques ne peuvent pas avoir des élus hors du Nunoun ou bien hors de l'Union. Mais c'est pas possible. Un ministre d'un gouvernement, représentant d'un gouvernement, n'a pas vocation à s'immiscer dans la lutte fratricide d'un parti politique. Il peut se poser une question au niveau du dépôt d'un dossier à l'issue d'une convention, qui est le président, qui n'est pas le président, mais en dehors de ça, quand une convention, un congrès s'est rassemblé pour désigner l'orientation politique du parti, on va refermer la parenthèse. Le ministre n'a pas vocation à s'immiscer. On est tous autour de cette table des hommes politiques. Ne soyons pas naïfs. Le non-dit en politique est plus important que le dit. Donc, dans cette mouvance de la période électorale, on sait très bien que le gouvernement avait intérêt, n'est-ce pas, à jouer ces petits calculs politiciens. Alors, André Luther Meka, maître Simon Serge Kakaka, justement, évoqué les thèmes autochtones et halogènes tout à l'heure. Est-ce que ces thèmes-là, justement, participent au renforcement de l'unité nationale? Donc, je voudrais d'abord éclairer les Camerounais. Lorsqu'un ministre réagit par rapport à un parti politique, ça veut dire qu'il a été saisi. Et s'il a été saisi, effectivement, il fait l'arbitrage selon les textes et les règlements de ce parti. Donc, je suis surpris que lui-même, il n'est pas au courant que le ministre a été saisi au cas de l'UPCI avec des guéguerres. Pratiquement, c'était inacceptable entre Dr Baleguel et M. Bapon. Au Manidem, c'était la même situation. Et je crois que lorsque vous créez un parti politique, il y a le nom de ceux qui représentent ce parti politique. Et je crois que le ministre a qualité de dire, en attendant que vous trouvez quelque chose, voilà les noms qu'on retrouve dans le document. Bon, il n'est pas informé, je ne le lis pas. Non, ce que je voudrais... Non, permettez-moi de continuer. Je suis obligé de revenir. C'est très important. Permettez-moi. Fonctionnement interne, on peut remplacer, regardez, Bandakane remplace, je crois, Nissé Kané en 2005. Revenons au sujet, monsieur. Revenons au sujet. Les thèmes autochtones et halogènes, est-ce qu'ils participent justement au renforcement de l'unité nationale? Oui, je voudrais aborder ce problème qui participe notamment de l'origine de l'équilibre régional. Vous savez, le véritable problème que nous avons ici, c'est qu'en Afrique, il faut une adaptation de la démocratie. Parce que s'il n'y a pas d'adaptation de la démocratie, il y aura une surutilisation d'un certain nombre de compétences et une sous-utilisation d'autres compétences. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront beaucoup plus à travailler, à avoir des avantages, et d'autres qui ne pourront pas. Donc, l'État fait ce qu'on appelle la péréquation, et essaie, n'est-ce pas, de protéger un certain nombre de minorités. Et pour moi, je pense que au-delà, n'est-ce pas, de ce problème, il y a le problème de la protection des minorités. Quand je dis la protection des minorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous allons au vote, si on dit que les postes sont électifs et que nous partons dans la compétition électorale, il y a des communautés qui peuvent tout rafler. Si nous partons même sur le plan, n'est-ce pas, de l'intelligence, monsieur Ndiamène, s'il vous plaît, si nous partons même sur le plan de l'intelligence, des compétences, il peut y avoir également une surutilisation d'un certain nombre de communautés. Donc, par conséquent, il est important pour que tout le monde se retrouve dans la République, pour que tout le monde participe dans la République, qui est la protection des minorités à travers une loi d'autochtonie. Très bien. Oui, rapidement, Maître, d'abord, avant Célestin Diamène, rapidement, parce que ce n'est pas votre temps de parole. Monsieur Meka a dit quelque chose de très grave. Il a semblé cristalliser sur ce plateau mon ignorance de la légalité républicaine. Non, quand vous n'êtes pas informé, je n'ai pas dit que vous êtes ignorant. Non, c'est différent. Vous êtes ignorant. Non, ce n'est pas l'ignorance. C'est un jeu de mots, mon cher ami. C'est pas l'ignorance. C'est-à-dire que vous n'avez pas un certain nombre de marges de manœuvre pour pouvoir... André Luther Meka et Maître Serge Kakaka. Je n'ai pas dit que vous êtes ignorant. André Luther Meka, je vous en prie. Chaque fois que M. Meka parle, je ne l'ai jamais interrompu. Mais chaque fois que j'ai la parole, il veut tuer. Allez-y rapidement. Alors ce que je veux faire observer, contrairement à ce qu'il dit, aucun texte de la République
ne donne un pouvoir au ministre de l'administration territoriale de venir nommer des gens. Il n'a pas nommé Kakak. Bon, il n'a pas nommé. Ce que je voulais également dire, lorsqu'il vous parle de la péréquation politique qu'on essaie d'appliquer, je peux le lui concéder. Mais sauf que, en réalité, lorsque vous êtes dans une posture de développement, lorsque vous voulez développer votre pays, on adopte des lois qui assurent la représentativité de toutes les communautés. C'est vrai. Mais quand il faut confier des responsabilités à un haut niveau, parce qu'en réalité, prenons par exemple le cas d'une ville comme Douala, il y a les mairies d'arrondissement, il y a maintenant la super mairie, permettez-moi l'expression. Bon, on vous dit, bon, écoutez, pour les mairies d'arrondissement, n'importe qui peut être maire. Vous pouvez être nordique, vous pouvez être mabliqué, vous pouvez être bassa, vous pouvez... Maintenant, quand il faut nommer le super maire, on vous dit que non. Le super maire est uniquement réservé. Est-ce que c'est un argument qui plaide dans le sens de l'unité nationale? En 30 secondes également, c'est les Saint-Germain avant des oui, dans le sens de favoriser le tribalisme. Là que vous avez introduit, c'est le tribalisme. La tribu s'oppose à la cité, à polis, veut dire en grec la cité. Ça veut dire que quand on veut construire une nation républicaine, on n'est pas sur des bases communautaristes. Il faut enseigner aux enfants qui sont moins bêtis, moins balingous, moins bafiens, moins bassa, moins marantais que camerounais. On est d'accord. Si on leur enseigne ça, il n'y aura plus jamais besoin de faire des quotas. Comprenez? Je voulais rebondir 2 secondes sur ce qu'a dit Kakak sur le super maire de la ville. Alors, on vous dit, le préambule de la Constitution vous dit, la République fière de sa diversité linguistique et culturelle proclame que tous les êtres humains sont égaux en droit et en devoir. Vous me dites à moi, dont les parents sont originaires d'une Ndé, que je suis égal en droit à Leila, à Meka, à Kakak, nous vivons tous à Douala. Mais au moment de postuler comme maire de la ville de Douala, je n'ai plus les mêmes droits que vous. Je ne suis donc plus égal, votre égal en droit. Ça pose un problème de tribalisme d'État. Et il faut revoir cette loi. Ce n'est pas possible de... Merci, Denis Kobo, est-ce que les différents régimes qui se sont succédés au Cameroun ont réussi à mettre en place de véritables symboles fédérateurs qui permettent aux Camerounais de se reconnaître dans un État moderne? Nous sommes, et moi j'espère que tout le monde, je ne vais pas me prêter à ces jeux. Je ne participe pas à une plateforme où on va utiliser la grille de lecture tribale pour parler du tribalisme. C'est un sujet. Pour parler du tribalisme, si on utilise la grille tribale, c'est qu'on est, d'abord, ça devient dangereux. C'est le sujet proposé par les... Je parle d'utiliser la grille tribale, c'est-à-dire que Denis Kobo ne peut pas se poser en membre d'une communauté pour... Je n'ai pas de moi, je n'ai pas accusé quelqu'un. On y va rapidement, Je vais répondre à la question, vous ne voulez pas. Et ce qui est grave, c'est que... On y va rapidement sur les éléments fédérateurs. Oui, on y va rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Même les panélistes ne veulent pas permettre à chaque citoyen sur ce plateau de dire ce qu'il pense du tribalisme. Parce qu'on veut créer une entente pour faire passer une idée qui nous arrange en popularité. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui se termine en isme. Il ne faut pas poser, c'est pas générique. C'est pas générique, c'est tout le maire de ville, tout ça, c'est pas ça le problème. Il y a la nature du système. Et M. Kakala dit tout à l'heure, il fallait qu'on reste sur le champ politique ou idéologique, maître. Il a dit que on a hérité d'une administration, c'est le colon qui avait fait ça. Aujourd'hui, nous on parle d'autre chose. Et celui qui prend le pouvoir, parce qu'il veut le garder, généralement, pas de façon démocratique, ou celui qui veut le pouvoir et qui ne veut pas le conquérir de façon démocratique, il agite la tribu. Pourquoi? Est-ce qu'on parle de tribu aux États-Unis? Là-bas, on dit discrimination raciale. Les Noirs ont des pouvoirs aux États-Unis. Ce n'est pas les gens de l'Ouest ou les gens du Nord, Cameroun, qui ont des pouvoirs aux États-Unis. Là-bas, le problème qu'il a, c'est qu'il est noir. Au Cameroun, parce que ça, c'est la violence du capitalisme là-bas. En France, c'est la même chose. Mais en Afrique, on parle de tribu. Pourquoi? Parce que nous sommes des États nés issus de la colonisation. On ne doit pas penser que c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est une construction politique. Et si quelqu'un dit que c'est le fait de l'autre, il ment. Il faut utiliser les termes réels. Ce n'est pas le fait de l'autre, c'est que comme c'est une philosophie politique, tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir ou qui veulent le garder
sont dans le même terrain. Maintenant, est-ce qu'au Cameroun, pourquoi en essayant de jeter la responsabilité sur l'autre, alors que c'est faux. Si on veut construire, quand on est sur un plateau comme ça, pour parler du tribalisme, on ne nous a jamais convoqué ici en tenant compte du fait que tel et tel de telle tribu. Par contre, nous avons en tant que citoyens le droit d'en parler et surtout avec froideur. Pour dire que, puisque c'est une construction politique, puisque c'est une idéologie politique, c'est ceux qui adoptent ça comme grille de pratique, grille de lecture, qui sont des tribalistes. Un tribaliste, c'est quelqu'un qui s'adonne au tribalisme. La seule chose qu'il faut faire, la solution, ce n'est pas de dire on a inséré le maire de ville. Celui qui a inséré le maire de ville de Douala, attendez une seconde. Est-ce que c'est un Douala qui a fait cette loi pour dire qu'à Douala, qui a fait la loi? Je viens, maître. Je dis que, est-ce que c'est... Deuxième chose, est-ce que pendant 13 ans ou plus, la ville de Douala-Si, qui était gérée à la communauté urbaine par un Douala, était mieux gérée ou très bien gérée parce que il y avait le touchonné. Ces gens, je dis qu'il fallait que nous, qu'on explique aux gens une fois qu'on parle ici. Denis Kobo, votre temps de parole est expiré, vous n'avez pas répondu à ma question. Quels sont justement, est-ce que les différents régimes qui se sont succédés au Cameroun ont réussi à mettre en place des éléments fédérateurs pour que les Camerounais se reconnaissent justement en un État moderne? Disons que l'un des... Messieurs, l'un des éléments fédérateurs, c'est l'équilibre régional. Oui. Sur le plan de la répartition des postes. D'abord, il faut maintenant venir à l'intérieur du Cameroun oriental, voir que l'Est du Cameroun ressemble, pour ceux qui y vont, ressemble à une partie du pays qu'on a déjà vendue. Donc la réunification, c'est que l'État va changer de forme, de nature. Le jour où l'État n'est plus néocolonial, on n'aura pas besoin d'être sur la même question. On n'aura pas besoin d'être du centre ou du sud pour avoir. Sur la même question. Il y aura le bien-être partagé pour l'ensemble des Camerounais. En une minute, et non pour chacun. C'est sur la même question. Comment réduire aujourd'hui la fracture? Réduire la fracture sociologique, ce n'est pas en instaurant l'équilibre régional. Il faut sortir du paradigme du logiciel de la tribu chez l'enfant. Peut-être que nous, on est perdus par rapport à ça. C'est dans nos gènes, entre guillemets, déjà. Mais il faut rééduquer dès la maternelle les enfants à penser d'abord qu'ils sont Camerounais. Moi, ma dernière petite fille, sa mère est Bassa. Donc, elle va se déclarer quoi? Bami Bassa ou quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous aurez beau faire des lois, ça ne changera rien tant que les logiciels seront les mêmes. À l'époque, quand Aïdjo faisait l'équilibre régional, c'est parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez de professeurs, pas assez d'écoles dans la région du Grand Nord. À l'époque, on disait province du Nord. Ce n'était pas des régions encore d'extrême nord, d'Adamo, etc. Mais aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, on ne peut quand même pas dire qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer des professeurs, des équipements scolaires dans le Grand Nord, quand même. Donc, il faut arrêter avec comment dirais-je, l'équilibre régional. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe aujourd'hui que quand on inscrit dans la loi les mots comme autochtone, ce sont des mots extrêmement dangereux et liberticides. Parce qu'en vérité, qui est menacé? On protège qui? Qui est menacé? Nous vivons en harmonie dans notre pays. Donc il faut arrêter les André Luther. Non, on vient en harmonie parce qu'on vient de jeter les mots comme autochtone pour faire croire que nous nous aimons pas. André Luther suit la même question. Comment réduire aujourd'hui la fracture sociale vu que la loi promulguée le 24 décembre par le chef de l'État, si on se réfère à tout ce qui a été dit ici, le tribalisme demeure, vu que la loi... c'est un échec finalement, vous allez me le concéder. Je veux dire, comment aujourd'hui réduire la fracture sociale et rendre cette loi plus efficace? Il faut bien sectionner le débat. Il y a les conflits interethniques politiques pour accéder aux avantages de pouvoir. Et ces conflits-là ne sont pas du tribalisme en tant que tel. On instrumentalise l'ethnie, la tribu, pour accéder à ces avantages. Et le on, c'est qui? Et quand je dis on, c'est-à-dire celui qui a la quête du pouvoir. Non. Et il y a aussi le tribalisme social, c'est-à-dire l'ethnocentrisme, quelqu'un qui se sent supérieur, qui se sent plus que les autres, et qui, par conséquent, renvoie tout à sa tribu. Dans les deux axes, en ce qui concerne l'accès, n'est-ce pas, au pouvoir,
moi je préconise l'équilibre régional afin que chaque particule, chaque parti, chaque ethnie se retrouve dans la constitution de la République. Sinon, nous allons faire une République des privilégiés. Vous proposez ce qui est déjà là. Vous proposez ce qui est déjà là. Moi, je dis je propose, c'est-à-dire que l'éducation des enfants, c'est-à-dire que je propose, c'est-à-dire que je renforce cela. Je renforce cela. Sur le plan social, il faudrait qu'il y ait effectivement des festivals, des séminaires où on apprend effectivement le Camerounais à être Camerounais. D'abord. Et à encourager les mariages, pas besoin et à encourager les mariages exogamiques. Parce que si aujourd'hui les mariages exogamiques sont exponentiels, le tribalisme va disparaître. En une minute, Jamel parlait d'avoir des filles bassa. Moi, mes 2 enfants sont bamilekés. Merci. En une minute, monsieur, en une minute chacun, 30 secondes de chacun. On va revenir sur les enjeux de la session qui s'est ouverte cette semaine au Parlement. On va commencer par vous, maître Simon-Serge Kakack. Selon une note que vient de publier le FMI, la crise du coronavirus, le Cameroun entre presque en récession en 2020. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Par rapport à la session parlementaire. En fait, ce qu'il faut noter, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire très rapidement que, ça n'engage que moi, je n'attends pas grand-chose de cette session parlementaire. Oui. Lorsque vous avez un Parlement à 90%, monocolore, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question, on a l'impression que ce Parlement-là devient une simple caisse d'enregistrement, ou bien chambre d'enregistrement pour les désidérata du pouvoir exécutif. Comment pouvez-vous concevoir, Léla, je ne suis pas excessif quand je dis, comment pouvez-vous concevoir que depuis le 10 mai 1957 jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos parlementaires n'ont jamais initié une seule proposition de loi? Ça veut dire quoi, en d'autres termes? La crise du coronavirus, par exemple, arrive. On attend de nos députés qui prennent des initiatives parce qu'ils ont le pouvoir. Merci Serge. Sur la même question, rapidement. Oui, un député n'est pas un investisseur économique. Il est là pour faire des lois et pour contrôler l'action gouvernementale. Or, c'est pas ce qu'ils font. André Luther Meka. Moi, je fais confiance à l'expertise des députés. Je sais que c'est des gens sensés, vont voter de bonnes lois, comme ils ont toujours voté pour la République. Denis Kwebo. Il y a une majorité politique à l'Assemblée nationale. Et en démocratie, la majorité politique va servir la personne qui la représente au mieux. Merci Denis Kwebo. Et le chef. Merci Denis Kwebo. Il a les coudiers franches et les mains libres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Célestin Jamel. Merci maître Simon-Serge Kakack. J'espère que vous reviendrez très bientôt. Oui, pas de souci, merci également à vous André Luther Meka. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir à 21h et demain lundi à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche. Mais tu allais nous prendre le...